Sauf que pour ce que j'en ai vu pour l'instant, des ultra positifs, à part jeter des friandises par terre quand le chien veut faire de la merde, je ne vois pas proposer grand-chose d'autre. J'ai énormément de personnes qui passent par moi qui ont vu des ultra positifs. D'ailleurs, le coaching que j'ai eu encore avant, c'était le cas là. Ton chien veut tuer des gens, jette des friandises par terre. Voilà, ton chien veut courir une bagnole, jette des friandises. Renforcement positif, tu lui montres qu'il y a un autre truc plus cool qu'aller chasser la bagnole ou attaquer quelqu'un. Sauf que du coup, quand le chien veut buter quelqu'un et que tu jettes des friandises par terre, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une action qui crée, donc aller buter quelqu'un pour X raison, que ce soit du stress, de la peur, de l'agressivité, on s'en fout. Mais il crée une action et bim, il y a des friandises qui apparaissent. Donc, ouais, je te rejoins complètement sur ce que tu as dit. En fait, c'est la société qui devient fragile, hein, très fragile. Du coup, il faut être le plus gentil possible, le plus édulcoré, le plus lissé, le plus licorne possible là. Donc oui, après c'est une demande. Du coup, bah, les éducateurs répondent à cette demande. Après, tu as des dérives qui partent de là. Dans tous les cas, quand tu vas dire, il faut être le plus positif possible avec le chien. Il faut faire utiliser le plus possible de renforcement positif. Quand ça marche pas, il faut passer sur autre chose. Mais oui, je pense que ça répond à une demande sociétale. Chiot, beaucoup de gens, en fait, quand on prenne un chiot, c'est mignon, il le laisse faire plein de choses, il peut déborder. Mais oui, mais c'est un chiot, ça lui passera. Pas du tout. Tu prends un chiot, tu lui mets un cadre très très strict, tu lui fais bien comprendre où il est, sans coercition, sans instruction, sans rien, mais tu lui mets des limites très strictes. En grandissant, en étant ado, il va forcément dépasser ses limites, ils le font tous, hein, ils cherchent. Sauf que tes limites sont tellement étroites que quand tu vas les dépasser, ben, en fait, tu seras extrêmement confort. Tu vois, et après, tu peux le stabiliser sur ça. Et ok, il a dépassé les limites, sauf que tu voulais pas forcément le mettre dans ses limites, dans des limites extrêmement contraignantes. Donc il les dépasse un petit peu, il est content, il marche bien. Enfin, il est content des petites libertés qu'il a pris. Toi, ça te va très bien aussi, et tout se passe bien, il est sécurisé pour lui. Parce qu'ils sont nuls. Ils sont complètement nuls. Nuls, incompétents. Parce qu'ils n'ont aucune analyse, enfin, ils ne seraient pas capables de te répondre et de t'expliquer la psychologie du chien, d'expliquer comment il réfléchit, comment il comprend. Leurs résultats sont très bancals, à part pour d'obéissance de base, parce que là, tu peux très bien le faire avec du positif, de l'ultra positif, je veux dire, sans jamais aucune sanction, et si tu veux des résultats aléatoires. Mais je connais personne, en tout cas, et j'en ai brassé du monde, hein, qui sont venus me dire, tiens, les ultra positifs ont fait un truc super cool, ou je connais quelqu'un qui, et c'est super. Donc oui, en fait, c'est comme le wokisme dans le monde actuel, il est en chute libre. Tout le monde commence à se rendre compte que c'est de la merde et commence à retourner vers des valeurs un peu plus normales. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut se retourner vers les traditionnels qui eux aussi faisaient un boulot nul à chier, hein. C'était que de la contrainte, c'était que de la coercition physique et c'est nul, hein. Et c'est des gens qui sont sacrément fragiles, qui se mettent jamais eux en difficulté parce que je pense toi en tant qu'humain, il y a beaucoup de moments où ta vie tu la kiffes pas, tu vois. Beaucoup de moments où tu es en situation d'inconfort, bah pourtant tu vas de l'avant, tu fais et ça déroule et tu continues ta vie. Un chien qui est un animal qui est plus rustique, plus primaire que nous, s'il n'arrive pas à encaisser des petites situations de stress, il y a un problème, quoi. Donc oui, il faut le mettre dans une situation, dans le mal pour qu'il progresse. Après, dans le mal de façon progressive, pour pas passer de 0 à 100 et là le faire bugger complet. Ça, ce sont des gens incompétents qui font sur ça. C'est toujours pareil, c'est des gens qui n'y arrivent pas à avoir un minimum de dressage, d'éducation. Fait non, le chien, je le laisse libre, parce que c'est un animal, il doit être libre. Mais c'est juste parce que t'es nul et t'arrives pas à avoir d'obéissance. Parce que je pense que n'importe qui arrive à avoir de l'obéissance et un chien qui est carré, ben, ils voudront ça. Tu sais, c'est comme, j'ai pu voir, là, je vais me faire traiter de grossophobe, mais tu vois, les obèses qui disent ah non, moi je suis content d'être grosse, je m'assume, machin, et qui tu regardes 5-6 ans après, ils ont fait un régime et ils s'affichent tous sveltes et ils sont contentes. En fait, c'est juste qu'à ce moment-là, à instant T, où t'as pas la motivation, où t'as pas les compétences et les connaissances pour maigrir, du coup, t'essaies de t'assumer comme ça, mais au final, on sait tous qu'on préférait être fit. Le chien, c'est pareil, donc au lieu d'avoir. Tu peux pas avoir un chien carré parce que tu es en manque de connaissances, de compétences. Bah non, tu caches ton incompétence par non, le chien il est libre, je laisse sa liberté, machin. Mais si demain je te donne les compétences pour un chien carré qui ne casse pas les pieds et qui obéit, bah tu prendras ça. Ancien policier, militaire, puis instructeur en self-défense, il a également exercé comme sino dans l'armée. Fort de ce parcours, il met aujourd'hui toute son expérience au service des duos humain-chien, avec une approche réaliste, structurée, mais profondément individualisée. Lui ne se dit pas comme un éducateur au sens classique, il parle plutôt d'une expertise qu'il met au service de chaque client avec un seul objectif, créer une vraie relation fonctionnelle entre le chien et son humain. Ni 100% positif, ni coercitif, sa méthode s'adapte au chien, au contexte et au vécu du binôme. La récompense à sa place, la sanction quand elle est juste aussi. Et le nom Werewolf K9 parce que l'homme-chien sonnait mal et que le loup, lui, évoque cette connexion instinctive entre l'animal et l'homme. Le K9 rappelle le sérieux, le monde cynotechnique et le travail. Un échange sans filtre, je l'espère, entre terrain, réflexion et remise en question. C'est parti.
Quelle formation as-tu suivi pour devenir éducateur canin? À part la CACED, rien. Absolument rien. La CACED, comme tu sais, hein, c'est une formation qui est obligatoire, donc tu n'as pas le choix de la passer pour pouvoir exercer en France. Mais mis à part la CACED, rien du tout. Alors bizarrement, moi je forme des futurs éducateurs canins qui ont réussi à avoir un numéro de ciré sans ACACED aujourd'hui. Je savais pas que c'était Donc faisable. moi non plus. Et j'ai l'impression que la cassette devient même plus obligatoire, même si ça ne changeait pas grand-chose, mais c'est encore pire, j'ai envie de dire. Ouais, donc on descend Est-ce encore en que gamme, tu... quoi. Donc déjà que tu n'apprenais pas grand-chose avec la CACED, alors là, tu arrives, tu es néant et c'est parti, quoi. Ouais, encore plus triste, on va dire. Est-ce que tu penses qu'on peut devenir éducateur canin en étant autodidacte? La preuve que oui. Voilà. Du coup, je suppose qu'il y a beaucoup d'erreurs au départ. Des erreurs dans le travail, oui, c'est ça. Au début, tu tâtonnes un peu, tu gravites. De toute façon, tous ceux qui travaillent dans le chien aujourd'hui, ils ont un chien de base. Et tous les chiens ont forcément, sauf cas exceptionnel, des problèmes. Peu importe le problème, ou de la réactivité, ou de la prédation, ou du tirage en laisse, ou trop excité. Et c'est des problèmes déjà que tu dois être en mesure de traiter parce que si tu veux que ce soit ton job après, il faut déjà que ton chien soit correct et que tu sois en mesure de travailler dessus. Mais déjà, tu as pu déjà actionner sur ton chien et commencer à régler des problèmes traumatiques et voir déjà comment que tu te débrouilles, comment tu testes. Enfin, tu testes des choses, ça marche pas. Et oui, déjà, tu travailles déjà avec ton propre chien. Et après, petit à petit, ça se développe. Et puis après, il y a aussi la recherche de développement de compétences hein, par la lecture, par d'expérience, par plein de domaines. Moi, j'ai beaucoup lu, mais j'ai pas trop lu tout ce qui est, tout ce qui est technique de dressage pur, du assis, couché, du rappel, des choses comme ça. J'ai beaucoup étudié tout ce qui est psychologie du chien, la façon dont le chien fonctionne, la façon dont il voit le monde. Et c'est à partir de là que j'ai basé toute ma psychologie. Quand j'ai compris comment le cerveau du chien fonctionne, comment le chien voit le monde, après, il y a tout qui déroule assez facilement. Évidemment, au début, en faisant des petits bugs, des petites erreurs, mais après, tu te perfectionnes au fur et à mesure et ça déroule. Mais comment as-tu choisi le livre à lire, la personne à écouter? Du hasard au début. Tu commences, tu connais rien, tu prends un truc qui a l'air sensé, tu lis la description, tu as l'air pas mal. Après, ça reste du marketing, hein, des descriptions. Enfin, je me laisse convaincre, je teste un truc, j'en ai acheté 2, 3, 4. Il y en a certains que le discours me collait plus, me semblait plus cohérent que d'autres. Voilà. Et du coup, je me suis collé derrière les discours que je trouvais cohérents. J'ai commencé à mettre en application ce que je lisais, enfin l'analyse que j'en avais de l'interprétation, de la compréhension du monde canin. Et j'ai vu que les résultats étaient au rendez-vous. Et après, je l'ai développé sur d'autres chiens. Et j'ai vu que en fait, cette analyse-là me correspondait bien et que j'ai trouvé la plus réaliste et crédible possible. Et ça a déroulé. Et après, du coup, cet auteur-là, qui initialement était un veto comportementaliste belge, donc j'ai appris beaucoup de ses bouquins, j'ai beaucoup étudié ce que lui avait comme analyse du chien. Et ça a fait mon socle de départ pour la construction de toute ma pédagogie. Et est-ce que tu as essayé d'aller voir toute méthode, toute technique différente ou vraiment il y a des choses qui t'intéressaient pas et t'as pas essayé d'en savoir plus là-dessus? Comme par exemple l'ultra positif, etc. Non, au début, je savais même pas que ça existait. Pour moi, il n'y avait pas ni de partie traditionnelle, ni de partie ultra positive. Pour moi, ça n'existait pas. Il y avait juste, je me débrouille, j'ai des techniques qui fonctionnent, et à partir du moment où ça fonctionne, j'ai pas besoin d'aller voir ailleurs, rechercher d'autres informations. Moi, sachant que pour le coup, il n'y avait pas de violence dans ce que je mettais, il n'y avait rien, c'était très équilibré. Le même balance toujours de sanctions-récompenses, ce qui est la base, si tu veux que ça avance bien et vite et que ce soit cohérent. Mais voilà, après, sanction, ça veut pas dire frapper le chien, on s'entend, hein. Sanction, c'est simplement sanctionner le chien, ça peut être un simple nom, une posture, une petite saccade. Pour moi, les saccades, c'est pas non plus brimer le chien, on est d'accord. Saccade, c'est pas non plus lui arracher la tête. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens ont une mauvaise image de la saccade parce que t'en as qui abusent à mort et qui mettent des colliers et chaînettes et qui défoncent le chien avec des saccades. Une saccade, j'ai montré pas mal de vidéos avec ça. Enfin, ça peut être extrêmement léger, mixé avec un travail de fond, de gestion des émotions, mixé avec un marqueur négatif ou un nom. Ta saccade, elle peut être extrêmement légère. Donc en fait, quand j'avais cet équilibre-là et que je voyais qu'il y avait des résultats, je n'avais pas besoin d'aller chercher ailleurs et de voir comment ça fonctionnait ailleurs, quoi. Oui, je pense que le but de la saccade, c'est surtout de surprendre un petit peu le chien et surtout de rajouter un petit peu de compréhension sur ce qui est possible de faire ou pas faire. En tout cas, c'est comme ça que je pense que tu l'utilises. Ça. Après, moi, j'ai deux types de saccades. Il y a la saccade, comme tu tapais sur l'épaule de ton pote pour dire les gros, on bouge. Donc, juste pour le solliciter et le décrocher, parce que du coup, on va jouer sur la partie tactile. Donc, le chien a des sens comme nous. Et pour capter l'attention du chien, selon ma vision des choses, il faut que tu arrives au moins à récupérer 3 sens sur 5.
Donc, jouer sur le goût et l'odorat, ça peut être compliqué. Par contre, tu peux facilement jouer sur l'ouïe, la vue et le toucher. L'ouïe, ça va être en lui parlant, simplement en le sollicitant. La vue, parce que quand il va tourner la tête vers toi, il va te voir en train de t'agiter et pas droit comme un poteau. Et le toucher va passer par la saccade. C'est comme tu tapais sur l'épaule de ton pote. Donc, je me sers de la saccade comme ça pour le solliciter le chien ou le reconnecter à moi au besoin en prenant 300 sur 5. Et ensuite, tu as la saccade de sanction, qui est très simple, hein, c'est créer une aversion. Mais l'aversion, vu qu'elle est mixée avec un marqueur négatif ou un nom qui a déjà de la valeur et un chien qui a déjà une gestion des émotions, bah, ta saccade au final, elle est extrêmement légère et t'es pas là à lui arracher la tête. Si tu te contentes de la saccade comme sanction et qu'il n'y a pas de travail de fond sur la gestion d'émotions du chien et sur la compréhension de marqueurs ou de noms, bah oui, tu es obligé d'envoyer la sauce pour que tu sanctionnes le chien. Puis de toute façon, une saccade sans travail de fond sur la gestion des émotions est complètement efficace. Si maintenant on reste sur le principe de base du chien qui tire, parce que c'est là principalement que la saccade est utilisée, si le chien a son cerveau à 300 à l'heure, il est sollicité par tout ce qui est autour de lui, toutes les odeurs, tous les mouvements, bah, tu peux saccader comme tu veux. Le cerveau du chien, il n'est pas du tout connecté et ta saccade, soit tu vas mettre des missiles et tu vas créer une aversion suffisante pour que du coup le chien renonce à ses stimulations, mais il sera toujours prêt à, et la fois d'après, il va y retourner, tu seras encore obligé d'envoyer des missiles et ce sera complètement inefficace. Donc il faut de toute façon un travail de fond pour amener le chien à se gérer. Et ensuite, s'il faut rajouter une aversion suffisante pour lui faire comprendre que c'est pas le comportement désiré, tu rajoutes des saccades. Mais comme il se gère, au final, ta saccade devient extrêmement légère et il n'y a aucun moment où tu défonces le chien, quoi. Il n'y a aucun moment tu utilises un collier chaîne, donc dit étrangleur, ou de collier à pic ou d'autres trucs comme ça, quoi. Quand tu dis travail de fond, c'est qu'en fait, tu vas pas mettre le chien dans un niveau de difficulté trop haut, parce que forcément, il y aura beaucoup d'échecs, et là, ça va pas convenir, et il y aura pas d'apprentissage à ce moment-là. Donc, tu gères le niveau de difficulté en fonction du chien, en fonction de ce qu'il est capable de faire, et après, tu augmentes la difficulté. C'est ça que tu veux dire? Exactement. J'avais une Ok. difficulté progressive. Je cherche toujours à travailler en étant borderline, à la limite de la difficulté pour lui. Je l'amène à passer cette frontière et après j'évolue comme ça. Donc je ne mets pas en zone de confort pure comme le feraient certaines branches hyper positives parce qu'au final, tu n'es jamais confronté au mal et le chien, bah, il progresse pas, il est tout le temps dans sa zone de confort. Donc il n'a pas de raison d'améliorer son comportement ou ses attitudes. Donc je le mets toujours borderline. Donc il est capable de se contrôler, il est limite, il bug un petit peu. Je l'aide, je l'accompagne de la façon la plus positive possible. Quand il dérape, je le remets dans l'axe par la sanction adaptée. Sanction, je le rappelle, veut pas dire coercition, veut pas dire le frapper ou tout ça, hein. Sanction, voilà, il y en a beaucoup qui associent ça à de la violence. Et voilà, je le guide comme ça avec sanction-récompense. Mais en étant borderline, 90% du travail, ça reste de la récompense et du travail positif. Certains vont dire qu'en sortant le chien de sa zone de confort, tu vas créer du coup de l'inconfort, donc des signaux d'inconfort du chien. À quels signaux, toi, tu vas t'arrêter, tu vas te dire que là, tu es à ta limite justement? Donc ouais, il y en a qui diront ça, et c'est des gens qui sont sacrément fragiles, qui se mettent jamais eux en difficulté, parce que je pense toi en tant qu'humain, il y a beaucoup de moments où ta vie tu la kiffes pas, tu vois. Beaucoup de moments où tu es en situation d'inconfort, bah pourtant tu vas de l'avant, tu fais et ça déroule et tu continues ta vie. Un chien qui est un animal qui est plus rustique, plus primaire que nous, s'il n'arrive pas à encaisser des petites situations de stress, il y a un problème, quoi. Donc oui, il faut le mettre dans une situation, dans le mal pour qu'il progresse. Après, dans le mal de façon progressive, pour pas passer de 0 à 100 et là le faire bugger complet. Et ensuite, les signaux auxquels je me réfère, donc, tu as connaissance comme moi, donc des signaux d'apaisement qui montrent que le chien est dans une situation d'inconfort, se lécher la truffe, bâiller, enfin montrer divers signes comme ça d'inconfort. Bah, en fait, je ne prends pas en compte ça parce que pour tout et n'importe quoi, le chien peut communiquer un inconfort. Je lui monte la balle et je lui donne pas tout de suite. Le chien va sécher la truffe, il est en inconfort. Ça veut dire quoi? Il faut que je te donne tout de suite la balle. Alors, tu es en inconfort, bah, c'est pas grave, gros, et je vais continuer à bosser tant que je vois que on n'arrive pas à la limite. Et quand je commence à identifier la limite, c'est que le chien, tu vois, qu'il perd pied, tu vois, qu'il commence à perdre contrôle. Par exemple, le chien est dans un environnement trop riche, qui commence à fissurer et qui s'excite trop. Donc, je commence à l'amener progressivement dans un environnement riche. Donc, il tire pas trop en laisse, il est un peu speed, un peu alerte, mais il tire pas trop, il est encore attentif à ce que je lui dis. Et puis, d'un coup, je vois que le tirage en laisse devient insistant. Donc, je le sanctionne pas parce que pour le coup, on est sur un autre truc. Je vois que le tirage en laisse devient plus insistant, je vois que le chat commence à s'exciter de plus en plus, donc je commence à comprendre, ok, là tu commences à être dans le mal, ça commence à aller loin parce que ton niveau d'excitation et de gestion de toi-même commence à aller trop loin. Donc là, je m'extrais, je te redétends un petit coup et on replonge un petit peu. Je gère comme ça. Je vois quand le chien commence à changer son attitude, à être beaucoup plus alerte, beaucoup plus speed, commence à beaucoup plus tirer sur la laisse. Surtout un chien qui initialement, soit on a mis un travail en place sur le tirage en laisse et il tire pas ou peu, ou le chien qui tire jamais. Et puis d'un coup, il commence à tirer. Donc, tu vois vraiment que le chien, c'est dur pour lui et qu'il essaye ou de s'échapper ou qu'il est submergé par ses émotions. Et là, ça me donne le signal de OK, là,
on est à la limite, t'as pas encore fissuré parce que tu es encore là, mais on va décrocher, on va te faire redescendre un petit peu et après on va réattaquer encore un petit peu. Ok. On va revenir quand même sur les signaux apaisants parce qu'il y a un grand débat là-dessus entre le léchage au niveau du museau et le bâillement. Certains diront que c'est deux signaux en fait totalement différents, que le bâillement est un vrai signal d'apaisement qui lui permet d'apaiser le chien et dans certains cas d'apaiser celui qui est en face. Et ils diront également que le léchage au niveau du museau est un signal de stress et d'inconfort fort. Toi, je vois que tu les mets dans la même case, entre guillemets. Est-ce que tu es d'accord avec ce que je viens de dire avant ou tu n'es pas d'accord avec ça? Pour toi, le bâillement, c'est l'équivalent du léchage au niveau du museau? C'est un signal d'apaisement, je les mets tous au même niveau. Le chien montre un signal d'inconfort ou maintenant tu me dis en fait le bâillement, c'est le chien qui essaie d'apaiser la personne en face. Donc c'est OK. Et le léchage de truffe, signal d'apaisement fort, de stress fort. Parce que, je sais pas si tu as déjà regardé un chien, je pense que oui. Il se lèche 300 fois par heure la truffe, quoi. C'est extrêmement fréquent. Ça veut dire qu'il vit dans un monde hyper compliqué et de malaise total tout le temps. Donc pour moi, c'est D'accord. un signe qui est pas forcément fort. Après, je les mets tous au même niveau. En fait, le chien montre un inconfort, me montre que quelque chose ne lui plaît C'est ce pas. qu'ils diront que le chien qui est slash au niveau du museau, il est toujours dans l'inconfort et que le chien qui bâille sort de son inconfort. Je ne sais pas si tu comprends la différence. Voilà. Et est-ce que tu es d'accord avec cette différence-là ou pas du tout? Pas spécialement, non. Ok, Moi, je reste sur mon ça truc va. initial de j'identifie un certain nombre de signaux d'inconfort. Quand le chien me transmet ces signaux, c'est qu'il communique avec moi et qu'il me communique à moi, pour le coup, une situation d'inconfort ou un Ok, truc qui lui plaît pas, ou un truc très contextuel ou un geste que je fais qui lui plaît pas, peu importe, mais me communique le fait que ça lui plaît pas. ok, ça va. Et du coup, on va revenir un petit peu donc, sur le thème principal du départ, donc sur le métier d'éducateur canin. J'ai vu que tu voulais former des futurs éducateurs canins. Est-ce que tu vas leur apprendre une méthode, une technique particulière, ou est-ce que tu vas essayer de faire quelque chose d'autre? Je vais leur instruire la psychologie du chien et ma pédagogie de travail. Donc, qui dit pédagogie veut dire exercice. Donc, je vais donner un certain nombre d'exercices en fonction des problématiques. Et après, ce sera à eux aussi de se débrouiller avec les connaissances psychologiques. Après, comme je l'ai déjà mis dans mon bouquin, tu as des gens qui ont la fibre et qui percutent tout naturellement et ça déroule. Tu as des gens qui n'ont pas la fibre, mais par le travail, ils arrivent à avoir des bons résultats. Et tu as ceux qui sont complètement nuls. Donc ceux qui sont complètement nuls, ben, ils vont pas être sélectionnés, je pourrais rien pour eux. La plupart des gens, ils n'ont pas la fibre, mais par le travail, ils arrivent à développer un certain nombre de connaissances et de compétences et être compétents. Ça, c'est le, le gros des gens. Donc là, par ça, vu qu'ils n'auront pas la fibre, il va falloir que je leur donne un certain nombre de compétences et de connaissances. Donc ça passera par des techniques, des explications. Et tu as les gens qui ont la fibre, et eux, par contre, ça va dérouler tout seul. Il faudra que j'actionne plus fort sur la psychologie du chien pour qu'ils arrivent à développer eux-mêmes leur propre pédagogie de travail. Mais je suis obligé de leur donner un répertoire d'exercices et de méthodes par rapport à une problématique, mais tout en essayant de leur amener la compréhension derrière les exercices. Parce que faire un exercice bêtement, sans réussir à s'adapter à la problématique du chien et faire une liaison pédagogique et psychologique par rapport à l'exercice qui est mis en place, ça peut créer des bugs ou des exercices qui n'auraient pas leur place par rapport à ce chien-là et son comportement. Donc la technique n'est pas forcément suffisante. Pour toi, il faut un feeling en plus, quelque chose en fait en plus, qui peut être de l'énergie, du cœur, de l'amour des animaux, des choses comme ça. C'est ça que tu parles de la fibre? La fibre, je sais pas, c'est quelque chose d'instinctif. Tu sais, tu comprends le chien à tout qui est naturel et tu comprends pourquoi il fait ça, ta gestuelle, elle est naturelle et il y a une communication naturelle avec le chien et ça déroule naturellement. Il n'y en a pas beaucoup comme ça. Le gros noyau des éducateurs, c'est plutôt des gens qui n'ont pas la fibre mais qui sont compétents par leur travail et leur investissement. Et voilà, ceux qui ont la fibre, comme je dis, eux, l'avantage, c'est qu'ils ont le truc naturel. Donc, il faut plutôt actionner sur la compréhension de la psychologie du chien parce que leur gestuelle et leur technique et ce qu'ils vont développer, ce sera naturel, ce sera propre à eux. Et comme ils auront compris la psychologie, ça va dérouler tout seul. Mais comme le gros noyau n'ont pas la fibre, il faut leur donner un certain nombre d'exercices. Oui, puis c'est souvent des gens qui vont se mettre à la place du chien, qui vont être capables de se mettre à la place du chien et qui vont pas penser humain. Exact. Et ça, il n'y en a pas des masses. Comment choisis-tu d'utiliser la récompense et la sanction du coup dans ta formation éducateur canin? Comment tu vas expliquer ce principe de renforcement ou de punition autour du comportement canin? Comment tu vas expliquer ce moyen de récompenser et de sanctionner? Comme deux leviers, en gros. Il faut faire très synthétique, très sommaire.
une action que le chien va produire va donner une conséquence. La conséquence, soit elle est positive, soit elle est négative. Si elle est positive, le chien va continuer son comportement. Si elle est négative, va s'arrêter. Donc en fait, ça va être simplement ça, c'est deux leviers de travail. On va, par notre travail, les exercices mis en place et le progressif, amener le chien à automatiquement choisir la voie la plus, celle qu'on veut, hein, qui est à chaque systématiquement récompensée. Mais quand il choisira une autre voie, la voie sera automatiquement sanctionnée pour le remettre directement sur la voie qu'on veut. Donc il y a beaucoup d'éducateurs qui disent que par exemple de l'ultra positif va créer une stabilité, ça va prendre plus de temps, mais ça va créer une stabilité beaucoup plus forte dans le comportement du chien plus tard, dans 6 mois, 1 an. Et qu'à l'inverse, du coercitif va donner l'impression d'avoir un résultat rapide, c'est-à-dire qu'en utilisant des sanctions, ça donne l'impression d'avoir des résultats rapides, mais que la stabilité dans le temps est moindre. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que déjà, quand ils parlent de sanctions, ils parlent de coercitif. Mes sanctions ne sont pas coercitives. Enfin, pour eux, dire non à un chien, c'est déjà coercitif. On peut partir de ce principe-là. Sauf que pour ce que j'en ai vu, pour l'instant, des ultra positifs, à part jeter des friandises par terre quand le chien veut faire de la merde, je ne le vois pas proposer grand-chose d'autre. J'ai énormément de personnes qui passent par moi, qui ont vu des ultra positifs. D'ailleurs, le coaching que j'ai eu encore avant, c'était le cas là. Ton chien veut tuer des gens, jette des friandises par terre. Ton chien veut pourquoi une bagnole, jette des friandises. Renforcement positif, tu lui montres qu'il y a un autre truc plus cool qu'aller chasser la bagnole ou attaquer quelqu'un. Sauf que du coup, quand le chien veut buter quelqu'un et que tu jettes des friandises par terre, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une action qui crée, donc aller buter quelqu'un pour X raison, que ce soit du stress, de la peur, d'agressivité, on s'en fout. Mais il crée une action et bim, il y a des friandises qui apparaissent. Est-ce que ça valoriserait pas un peu le comportement? Donc non, pour l'instant, je vois pas de grand miracle. En fait, les ultra positifs, à part faire du assis couché, euh, des petits trucs comme ça se passe bien parce que tu peux très bien travailler ça sur du positif, sur de la longue durée, sans jamais mettre de sanctions. Effectivement, ce sera plus long, mais ce sera fonctionnel. Apprendre des ordres de base. Donc, ce que les gens appellent l'éducation, qui au final n'est que du dressage, parce qu'apprendre un ordre d'un chien, c'est du dressage, c'est pas de l'éducation. Ces ultras essayent de dévaloriser et de stigmatiser tous ceux qui utilisent le mot dressage parce que c'est associé à de la violence, de la coercition, alors que suffit de lire dans le dictionnaire. C'est absolument pas ça. Le dressage est associé à une action sur l'animal. L'éducation assure de l'humain. Donc déjà, il faut un peu d'anthropomorphisme. Mais bon, tout ça pour dire que du positif, ultra positif, ça marche sur la longue durée, sur des trucs bien particuliers de dressage, du assis, du coucher, un peu de sociabilisation si le chien n'est pas trop énervé. Mais quand on commence vraiment à passer dans des cas compliqués, sur du chien qui veut buter d'autres chiens ou d'autres personnes, ou vraiment prédateurs, des chiens énervés, c'est pas en jetant des friandises, en lui faisant des câlins que ça va se passer. Pour autant, il n'y a pas besoin d'envoyer des sanctions fortes non plus pour calmer le truc, même si factuellement ça marcherait, hein. Tu mets un collet électrique, un chien qui veut prédater une bagnole, tu le crames, ça va marcher parce que tu vas créer une aversion extrême. Mais sur là-dessus, je les rejoins en disant que c'est pas la sanction adaptée, que tu vas vraiment trop loin pour ce qu'il y a à faire et tu peux potentiellement péter le chien en fonction du caractère qu'il a. Enfin voilà, c'est pas du tout ce que je prône, mais factuellement ça marcherait parce que tu vas créer une sanction suffisamment forte pour qu'il ne veuille plus produire le comportement. Donc les sanctions, ça marcherait, mais c'est pas sur la durée, on est d'accord. Ok. Donc il faut dans tous les cas qu'il y ait une sanction, mais la sanction, ça peut être hyper light, en valorisant à mort le parti positif. Mais dans tous les cas, juste pour finir, je sais que tu as une question qui te brûle, que tu as envie de poser. Euh, Juste pour finir, pour tous les chiens que j'ai traités, et les miens d'ailleurs, j'ai tout le temps fait ça. Le mien, c'est pas des cas faciles que j'avais. Le mien était très compliqué quand je l'ai récupéré chez des gens qui sont débarrassés, agressifs, humains, congénères, une saloperie le cabot. Et pourtant, j'ai tué cette méthode-là. Aujourd'hui, il est très stable, très sociable, tout a disparu. Et avec tous les chiens que j'ai traités depuis les années que je fais ce boulot, ou que j'aide des gens en tout cas, il n'y a jamais personne qui m'a dit qu'au final, au bout d'un mois ou deux, c'est retourné de la merde. Et voilà, c'est sur la durée que ça marche. Vas-y, je te laisse, excuse-moi. Certains diront que les ultra-positifs répondent plus à une demande humaine d'éduquer le plus positivement possible. Qu'est-ce que tu penses de ça et comment tu agis toi en tant qu'éducateur sur quand tu vois un client qui veut faire de l'ultra-positif et qui ne veut pas mettre de sanctions vis-à-vis de son chien? Ouais, je te rejoins complètement sur ce que tu as dit. En fait, c'est la société qui devient fragile, hein, très fragile. Du coup, il faut être le plus gentil possible, le plus édulcoré, le plus lissé, le plus licorne possible, là. Donc oui, après, c'est une demande. Du coup, bah, les éducateurs répondent à cette demande. Après, tu as des dérives qui partent de là. Dans tous les cas, quand tu vas dire, il faut être le plus positif possible avec le chien. Il faut faire utiliser le plus possible de renforcement positif. Quand ça marche pas, il faut passer sur autre chose. Mais oui, je pense que ça répond à une demande sociétale. Et ta deuxième question, c'était quoi, excuse-moi? Du coup, comment toi, tu agis avec un humain qui cherche ça? Quelqu'un où tu vois, il te dit non, je veux pas mettre de saccade, je veux pas faire demi-tour, je veux pas m'arrêter quand mon chien il tire, c'est normal, il veut renifler, c'est ses besoins.
L'avantage de moi par rapport à un éducateur classique et lambda, c'est que je suis pas éducateur et j'en ai rien à faire. Tu vois, moi, j'ai ma communauté, j'ai mon expertise, ma façon de voir. Ce que je te donne comme conseil et comme méthode d'application, ça marche parce que tu as mis en application des dizaines, voire des centaines de fois. Alors, soit tu viens chez moi, de toute façon, je ne prends que des personnes qui sont de ma communauté, issues de ma communauté pour travailler. Je ne prends pas du tout venant, entre guillemets. Donc, c'est pas n'importe qui peut venir me voir et me dire, tiens, je veux faire des séances avec toi. Non, ça marche pas comme ça. C'est sur mon club privé. Tu es volontaire quand j'ouvre des créneaux de stage, des sessions. Et ensuite, je vois si on travaille ensemble. Donc, déjà, c'est moi qui sélectionne les personnes avec qui je travaille. Et en fait, ça m'arrive pas ce cas de figure. Et puis, si, quand bien même ça m'arrivait, je dis, bah, tu sais quoi, garde ton chien, va voir de l'ultra positif et débrouille quoi. Garde ta philosophie, travaille, je m'en fous, mais ce sera pas avec moi. Je vais pas renier ma pédagogie, ma vision du chien, parce que toi, tu veux pas travailler comme moi. Tu as le droit de penser différemment, c'est ton droit, je m'en fous. Tu as ton chien, tu as tes problèmes, va travailler avec quelqu'un qui est en accord avec ta façon de penser. Et tu te dis, ça fait plusieurs fois que tu répètes que tu n'es pas éducateur canin. Mais c'est un peu ce que tu fais. Tu donnes des coachings, tu as des compétences sur l'éducation canine et sur le dressage canin. Tu accompagnes les gens pour les aider à avoir une relation plus positive avec leur chien. Donc c'est être éducateur canin. Je me vois un peu différemment, tu vois. Je me vois comme un mec un professionnel pour le coup, qui a une expertise dans un domaine et qui partage cette expertise avec les gens, à prendre ou à laisser. Je ne suis pas l'éducateur comme on le voit d'une manière standard, hein, que les clients peuvent le voir, hein, qui a pignon sur rue ou qui a un WhatsApp, un Insta, où tu contactes et tu fais des petites séances, machin. Hein. Je fais beaucoup plus de choses, je propose beaucoup plus de contenu, j'ai un club privé, tu vois, j'ai un certain nombre de tutos, j'ai une grosse communauté en ligne, je fais du travail à distance. Je connais pas beaucoup d'éducateurs, en tout cas, qui sont capables par visio de traiter des problématiques et d'aider les gens. Là, il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques. Ah non, mais à distance, ça n'a pas marché, on voit pas le chien. En attendant, tous les retours que j'en ai, j'ai que du positif sur de la prédation, sur de la réactivité, sur plein de choses. Donc, je pense que, voilà, Et comment tu l'expliques ça? partage. De quoi? Les résultats que tu arrives à avoir à distance. Parce que la psychologie du chien, quand tu comprends comment le cerveau du chien fonctionne, en fait, les cas sont toujours classiques. Hein. Les gens ont toujours les mêmes problématiques, ou de la prédation pour les trucs graves, hein, ou de la prédation ou de la réactivité humaine ou congénère, même si humain, c'est un peu plus rare que congénère. Euh, mais c'est tout le temps les mêmes. Et les motifs, les causes, sont systématiquement les mêmes. Un chien ne peut pas être réactif congénère pour 1 million de raisons. Tu vois, c'est tout le temps les mêmes. Il y en a quelques-unes, mais c'est tout le temps les mêmes. Après, à force de les avoir vus en direct sur plein de chiens différents, au final, je visualise très bien l'attitude du chien face à cette situation. Et pour avoir déjà actionné plein de trucs différents sur plein de chiens différents, je sais très bien comment réactionner pour mettre le chien dans le bon sens, sans emploi de collier électrique ou de conneries comme ça. Hein. Les sanctions, on n'a quasiment pas. Et le chien, au final, beaucoup plus apaisé sur des congénères, sur de l'humain et sur de la prédation. Après, évidemment, un travail à distance, ça vaut pas un travail en présentiel parce que tu n'actionnes pas sur l'humain, tu corriges pas sa gestuelle, sa façon d'être et de faire. Mais dans tous les cas, pour l'instant, sur 100% des personnes qui ont passé par du coaching en ligne, que c'est un nouveau service que j'ai ouvert, tous les retours que j'en ai sont que purement positifs. Quoi. Des chiens réactifs qui arrêtent d'attaquer tout ce qui bouge, des prédateurs qui arrêtent de chasser du chat ou les bagnoles, alors que on actionne pas grand-chose. Mais juste en fait, parce que tu comprends comment le cerveau du chien fonctionne, tu comprends les associations qu'il fait, comment amener les choses, le bon timing, tu sais être pédago avec les gens, parce que comme tu l'as précisé avant, j'étais dans l'armée, j'étais instructeur à l'armée avant d'être sino. J'ai fait quelques années à instruire les gens en sport de combat. Donc tu as cet esprit dans le sport de combat, la gestuelle, c'est la technicité, le geste, la précision du geste. Et j'ai passé pas mal d'années avant ça, j'étais encore professionnel en combat, j'étais coach, machin. Donc ça fait des années que j'instruis les gens à avoir une gestuelle, avoir une précision de gestuelle, à capter tous les détails qu'il faut mettre en place. Et par ça, du coup, je suis capable de dire aux gens, OK, ben, quand tu vas faire cette action-là, ton corps doit être passé comme ça, ton bras doit faire ça, tu dois faire ça. Mais avant de pouvoir faire ça, ben, je te conseille de répéter, tu bosses sans choix, tu répètes musculairement pour que tu prennes une habitude. Et comme ça, au final, j'arrive à briefer les gens et les coacher pour que eux, leur gestuelle soit le plus fluide et propre possible, même si t'es pas à l'abri qu'ils fassent de la merde. Et comme le chien, je sais exactement comment il va réagir parce que j'en ai vu des centaines faire les mêmes choses. Je sais très bien ce qu'il va faire, ce qu'il pense à ce moment-là et comment faire les associations positives et négatives au bon timing. Ok. Et as-tu vu une évolution des demandes, des attentes des clients ces dernières années? Ça tourne beaucoup autour de la réactivité congénère et beaucoup autour du malinois. Parce que les positifs, les ultra positifs, quand je parle de choses positives, c'est ultra positif parce que je me considère comme positif. Hein. Mais les ultras ne prennent pas tout ce qui est chien de travail, malinois surtout. Ils se font beaucoup refouler parce que agressifs, parce que speed. Ils n'arrivent pas à gérer, à les canaliser.
Et donc, du coup, les gens qui ont pris cette race-là, qui était à la mode, qui est toujours à la mode, en fait, sont démunis, ne savent pas quoi faire. Donc, on a le côté traditionnel où ils marbrent les chiens. Donc, ça, ils n'en veulent pas non plus parce qu'ils ont raison. Il ne faut pas non plus marbrer le chien pour avoir des résultats. Donc, en fait, ils tournent vers des positifs, les ultras. Ils les refoulent parce qu'ils ne gèrent pas ce type de chien et ils ne prennent pas. J'ai déjà vu des gens qui m'ont dit, j'ai vu 4 ou 5 éducateurs avant, ils m'ont tous refoulé parce qu'ils ne prennent pas ces chiens-là, donc des ultras. Et le côté tradi, ils n'en veulent pas. Donc au final, ils sont sans solution. Et moi, bah, comme je commence à avoir une certaine visibilité un peu partout et que bah, j'ai des Malinois et que je monte des trucs, les gens se tournent automatiquement vers moi et j'ai beaucoup, beaucoup de chiens de berger, beaucoup de Malinois et beaucoup pour de la réactivité, de la prédation, en fait des chiens qui gèrent pas leurs émotions de manière générale, donc pas forcément pour du assis couché, des trucs pourris. La plupart des gens en fait même s'en moquent à moitié de ça. C'est très secondaire le chien qui obéit et qui a un truc carré parfait. Par contre, ils veulent pas que leur chien veuille buter tout ce qui bouge ou courir derrière tout ce qu'il y a. Et les Malinois sont plus prédisposés à ça parce qu'ils ont une grande énergie et que les gens ne savent pas les canaliser, les gérer. Du coup, ces chiens-là expriment leur énergie comme ils peuvent. Donc ça part soit en frustration sur du congénère, même un chien qui n'est pas agressif de base, par frustration, par non-gestion des émotions, peut finir par devenir réactif. Donc, et comme les Malinois ont beaucoup d'énergie, ça arrive souvent ça avec ces races-là et c'est ce que j'ai le plus. Du coup, là, tu signales que le Malinois, pour toi, ne peut pas être éduqué en ultra positif, mais est-ce que certains chiens pourraient l'être? Si les poètes, un Malinois peut très bien, n'importe quel chien peut être éduqué en ultra positif. Si la personne qui récupère le chien le prend chiot de base, complètement vierge, et c'est exactement ce qu'elle fait. Et c'est pas les ultra positifs qui te balancent des paillettes au moindre problème, parce que le chien, forcément, à un moment donné, proposer des bêtises hein, ou de la prédation, commencer à sa petite période de désocialisation en étant ado et commencer à aboyer un coup. Donc là, tu peux le faire en positif, mais tu as intérêt à savoir ce que tu fais, à avoir le timing parfait et à gérer parfait. Et encore, il faut pas que tu aies un chien qui ait trop de caractère, quoi. Tu prends du Malinois qui est un peu énervé, qui est caractériel, ça peut être problématique. Donc, en fait, si toutes les planètes s'alignent bien, si la personne comprend la psychologie, c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est son 15e chien et c'est le chien, il n'est pas trop caractériel, oui, ça va bien se passer. Par contre, tu prends du Malinois un peu énervé ou un chien tout court un peu énervé, tu vas lui balancer des friandises pendant qu'il veut buter quelqu'un, ça va pas marcher. Et pourquoi, du coup, le cadre permettrait d'avoir un chien mieux géré, plus stable? Parce que le chien, il est à la recherche de cadres. Il aime avoir des limites et savoir quelles sont ses limites et dans lesquelles il peut évoluer en toute sécurité. Tu lui poses un cadre, en l'occurrence le Malinois, quand on parlait de ça. Chiot, beaucoup de gens, en fait, quand on prenne un chiot, c'est mignon, il le laisse faire plein de choses, il peut déborder, mais oui, mais c'est un chiot, ça lui passera. Pas du tout. Tu prends un chiot, tu lui mets un cadre très, très strict, tu lui fais bien comprendre où il est, sans coercition, sans sanction, sans rien, mais tu lui mets des limites très strictes. En grandissant, en étant ado, il va forcément dépasser ses limites. Ils le font tous, hein, ils cherchent. Sauf que tes limites sont tellement étroites que quand tu vas les dépasser, ben, en fait, ce sera extrêmement confort. Tu vois, et après, tu peux le stabiliser sur ça. Et ok, il a dépassé les limites, sauf que tu voulais pas forcément le mettre dans ses limites, dans des limites extrêmement contraignantes. Donc il les dépasse un petit peu, il est content, il marche bien. Enfin, il est content de ces petites libertés qu'il a pris. Toi, ça te va très bien aussi et tout se passe bien, il est sécurisé pour lui. Un chien où tu vas laisser un chiot, tu vas laisser des limites trop larges. Quand il va grandir, il va dépasser ses limites. Bah là, tu vas commencer à moins rigoler et ça va être plus compliqué de le remettre dans l'axe. Et un chien, je considère, selon ma vision des choses, qu'il aime avoir un cadre, ça le sécurise. Il sait où sont ses limites, il sait que dans ces limites-là, il sera pas sanctionné, que tout va bien se passer, que la vie est belle et qu'il sera récompensé, et que tout est hyper sécurisé et qu'il a un maître sur qui se caler, le prendre au référent et que tout est safe. Un chien sans limite qui sait pas où il est ou sur qui se référer, ben, ça devient un peu le bordel en fonction de la race, toujours. Surtout si tu prends je sais pas, des chiens plus calmes, un peu type Labrador, mais c'est les Labrador qui ont des problèmes et qui sont un peu plus posés et moins énergiques que du chien de travail. Ce sera un peu plus facile si tu mets pas de cadre, ils sont un peu plus pâteaux et ça se passera bien. Les chiens un peu plus speed, ça peut être plus compliqué. Là, tu dis quelque chose, du coup, où l'humain, la plupart du temps, fait l'inverse. C'est-à-dire que quand tu adoptes un chiot, tu as envie de profiter avec lui, tu as envie de faire des câlins, tu as envie de passer des bons moments avec lui, tu as envie d'être très positif avec lui au départ. La plupart des gens, en tout cas, c'est ce qu'ils font. Et du coup, c'est pour ça, à ton avis, qu'ils se retrouvent débordés plus tard parce qu'ils ne cadrent pas en fait assez au départ. Ouais, C'est ça que tu veux dire? ouais. Après, mettre des limites aux chiens strictes ne veut pas dire pas être positif, hein. Je vais donner un exemple tout bête. Le cadre, le fait de la gamelle. C'est l'exemple tout bête de la gamelle. Tu veux que quand tu lui donnes la gamelle, il se jette pas dessus et qu'il bouffe pas tout. Bah, tu fais l'exercice que tout le monde connaît, de tu as la gamelle en haut. Tant que le chien s'excite, elle descend pas. Tu vois. En fait, t'es pas négatif, tu sanctionnes pas le chien, mais tu lui poses un cadre. Si tu veux manger, tu vas être calme. Tu vas arrêter de sauter, tu vas arrêter de t'exciter, voire même obéir à un ordre assis. Tu vas maintenir ton ordre et tant que t'es pas posé, tant que t'as pas reçu l'ordre, la gamelle, tu l'auras pas. Donc t'es pas violent avec le chien, tu mets pas de coercition, tu mets rien. Mais
Mais tu sanctionnes quand même. Ouais, tu sanctionnes quand même. Parce que tu ne donnes pas la bouffe, c'est une sanction. Bah oui, c'est une punition négative. Ouais. C'est... Je considère pas ça comme une sanction pour moi. Ouais, toi, non, mais les ultrapos prennent ça pour de la punition négative. Parce qu'eux, ils utilisent. Après, ils sont débordés par leur chien et ils changent de métier, ils deviennent caissiers quelque part, quoi. Voilà. Si à un Ah, moment mais donné, tu n'arrives pas. Mais tu as c'est raison, ça. sur le fond, tu as raison, il n'y a pas de Mm. souci. Tu vois. Moi, en fait, quand je parle de sanctions, moi, ça va être sur la sanction physique, de la vraie coercition et vraiment créer un impact sur le chien réel. Là, le frustré parce que la gamelle descend pas. Voilà, tu vois, je pense qu'on vit tous de plus grosses frustrations dans notre vie que ça, en tant qu'humain déjà. Et le chien, je pense qu'il en vivra d'autres. Quand il voudra aller monter la femelle à côté parce que c'est un mâle et qu'on l'empêchera d'y aller, voilà, il n'y a pas une frustration aussi là de l'empêcher, de le tenir à l'aise et de l'empêcher d'y aller. Voilà, tu vois, c'est... Je suis d'accord. Quelle est selon toi la différence entre l'éducation d'un chien de compagnie et l'éducation d'un chien de travail? Est-ce que on pourrait avoir la même éducation ou est-ce qu'il y a un des deux qui est plus strict, plus cool, etc. Moi, j'ai mes chiens, c'est les chiens de travail, les chiens de compagnie, c'est mes chiens de famille. Donc, en fait, l'éducation peut être exactement la même. Après, ça dépend, en fait, les objectifs que tu as. Si tu as des objectifs précis, peu de travail, ça peut très bien être après pour du sport, hein, ça peut très bien être pour du ring, de l'agility, où tu as un objectif avec ton chien. Ben, si tu as des objectifs, il faut que tu sois plus exigeant avec son comportement, ses résultats, le dressage. Et donc, faut l'éduquer, le dresser d'une autre manière. Si tu n'as pas d'objectif et tout ce que tu veux, c'est kiffer avec ton chien, tu t'en fous, faire ta petite vie, bah là, qu'il tire un peu en laisse, on s'en fout, qu'il obéit pas forcément au assis ou au rappel tout de suite, on s'en fout, du moment que c'est safe et qu'il fait pas le mongol. L'obéissance, ça peut être un peu bancal, tu t'en fous, en fait, c'est en fonction de tes objectifs de vie. Mais tu peux très bien avoir un chien propre, carré, dressé, mais en même temps, c'est ton chien de famille, de compagnie, et ça se passe bien. C'est le cas pour moi d'ailleurs. Est-ce que tu penses qu'un éducateur canin devrait, enfin, forcément dans sa vie, travailler avec des chiens de travail pour apprendre des choses ou est-ce qu'un éducateur canin qui fait que du chien de compagnie, ça te convient? Il n'y a pas d'obligation, non. Après, il faut juste savoir qu'un éducateur canin qui travaille avec du chien de compagnie, donc je dirais hors catégorie chien de travail, donc qui prend pas tout ce qui est malinois, tous ces chiens un peu speed, qui fait du chien classique de manière générale, hein, voire même de l'australien, je te mets dans la catégorie chien de travail parce que ça a du comportement assez similaire, assez speed, énergique. Voilà, en fait, ok, là, c'est ce domaine de compétence, il fait ce que les gens attendent de lui, du chien lambda, de compagnie lambda, ben, reste dans ta catégorie. Commence pas à t'improviser et commencer à taper sur du chien de travail parce que c'est vraiment deux mondes différents. C'est deux Oui. connaissances différentes entre du chien classiques, tu vois, même s'ils sont tous issus de groupes de chasse, hein, de Labrador, Golden, tout ça. Donc ils ont des prédispositions à la chasse, à être speed, à prédater, mais c'est complètement différent de Malinois, par exemple. C'est ma race de référence pour le coup. Malinois, comme ils ont été sélectionnés pour le travail depuis plusieurs générations, on a sélectionné les individus les plus agressifs, les plus nerveux parce qu'on sait ce qu'on voulait. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué de travailler ce genre de chien, beaucoup plus speed. Il faut des connaissances un peu plus affiné pour que ça se passe bien par rapport à d'autres chiens où le seul problème qu'ils ont, c'est un peu de prédation parce que c'est du chien de chasse. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, de travailler avec du chien de travail au quotidien? Importer beaucoup. Tu peux pas faire de l'à peu près sur du chien de travail où tu le payes direct. Enfin, tu vois zéro résultat. Tu vois, tu peux faire de l'à peu près avec du chien un peu pâteau, ça passe parce que le résultat, tu fais de l'à peu près. Sur du chien de travail qui est très speed, très réceptif, tu peux pas faire de l'à peu près où il te bouffe. Il te bouffe de façon métaphorique, c'est-à-dire il va pas t'obéir. Il va faire sa petite vie, où il y aura de l'à peu près, ce sera pas tout le temps, sauf que comme il déborde d'énergie, parce que tu n'arrives pas à avoir une maîtrise et de l'aider à lui à se maîtriser, ben, tu es vite dépassé et c'est le bordel. En fait, tu es obligé d'être hyper précis et de pas faire de l'à peu près sur du chien de travail. Et du coup, après, quand tu passes sur du chien classique, entre guillemets, c'est plus évident, c'est plus facile parce que le chien déborde moins, il y a moins d'énergie, moins speed, moins réactif. Voilà, c'est plus détendu, entre guillemets. Même si, évidemment, sur certaines races plus classiques, il y a des chiens qui sont compliqués, des chiens qui sont plus speed, et il y a quand même certains cas qui sont compliqués. Mais par rapport à des Maino, tout le monde pense que c'est le chien facile parce que tu vois dans les films qu'il est dressé, il est carré. C'est une race extrêmement compliquée, sinon il n'y en aurait pas autant dans les refuges. Et du coup, pourquoi vraiment elle est compliquée? Est-ce que tu penses que c'est son énergie, c'est son caractère, c'est la vision que les gens ont de la race, ou c'est l'incapacité des gens à comprendre le chien en général? Moi, je le trouve pas compliqué, je le trouve extrêmement facile, le Malinois. Mais pour quelqu'un qui n'y connaît rien, et j'en vois beaucoup qui en prennent et qui ne connaissent rien à la race, ils se font vite déborder parce qu'ils comprennent pas. Et il y en a pas très peu d'ailleurs qui ont la notion de gestion des émotions du chien. Parce que sur les chiens lambda,
t'as pas forcément besoin parce qu'il s'excite un peu, mais c'est pas non plus une dinguerie. Le malinois, l'australien, tervuren, tout ce qui est chien de travail, là, si tu leur apprends pas à canaliser leurs émotions, mais ils sont très vite, les gens sont très vite débordés et le chien, ça peut vite virer à beaucoup de dérives et beaucoup de problèmes comportementaux. Et très souvent, de l'agressivité qu'on génère, ou humain. Évidemment, on peut avoir une notion de peur et d'autres choses dedans, mais la gestion des émotions, c'est ce que je vois souvent. Du chien qui se frustre, qui se gère pas et qui commence à développer des comportements. Et les gens, bah, ils savent pas comment gérer, donc ils gèrent mal, forcément, parce qu'ils pensent une vision humaine et pas une vision canine, donc ils font pas les bons comportements. Le comportement se renforce et devient ingérable. Les gens sont perdus, ils voient des éducateurs classiques, entre guillemets, qui n'ont pas cette notion de gestion des émotions, donc pas tout ce qui est hyper positif, machin. Ils les aident pas là-dedans, ou très peu, ou c'est très survolé, et du coup, les gens, ça s'améliore pas, parce que c'est pas parce qu'un chien, le chien de travail hyper speed, tu vas acheter des friandises par terre, que tu vas lui apprendre à se canaliser quand tu vas buter quelqu'un. Enfin, vraiment, travail de fond sur la gestion d'émotions, c'est comme si tu mettais le cerveau du chien sur on, et il est hyper réceptif, et tout déroule, et je l'ai fait sur pas mal de chiens que j'ai eu. C'est hyper efficace, la gestion d'émotions, et c'est une notion qui est hyper que je vois peu au final, ou sur les réseaux, chez d'autres éducateurs, ou tout court, tu vois. Du coup, c'est compliqué parce que les gens passent cette notion-là et quand ils prennent des chiens de travail, ben, ils sont vite débordés. Sur la gestion des émotions, il y a un grand débat entre l'autocontrôle et le contrôle. C'est-à-dire que les anciens sont que dans le contrôle, les nouveaux sortants de formation sont à fond dans l'autocontrôle. Est-ce que tu peux expliquer la différence, ta différence à toi entre les deux? Et est-ce que tu utilises les deux ou est-ce que tu mets en priorité un des deux? Ça, c'est des débats stupides, je trouve. Moi, plusieurs fois dans ma vie, je dis à mon chien de s'asseoir quand il y a du vélo ou des joggeurs qui passaient à côté et je disais dans la vidéo autocontrôle. Et j'ai des commentaires genre stupides, non, c'est du contrôle, c'est toi qui lui dis de s'asseoir. Oui, c'est moi qui lui dis de s'asseoir. Mais en attendant, quand il est assis, il n'a pas de queue électrique, il n'a pas d'entrave. S'il ne se contrôle pas lui-même, bah, il part, il me chie dessus, il part derrière le vélo, il fait sa vie. Donc, par mon contrôle initial, je lui apprends à s'auto-contrôler. Je lui donne un ordre, je lui apprends que moi, je te dis de faire ça. Au début, ben, c'est par la présence, par les exercices. Le chien ne se contrôle pas de lui-même parce que c'est ma présence qui lui impose de se contrôler. Mais à force que moi j'impose le contrôle, lui est en capacité de se contrôler tout seul. Et après, ça se développe tout seul. Et lui, sans rien, en fait, il arrive à se gérer. Parce qu'au début, je l'amène dans ce sens-là. Donc tu utilises le contrôle pour avoir l'autocontrôle, parce qu'il y a beaucoup de débats là-dessus où ils disent, par exemple, sur l'exercice de la gamelle, que dire pas bouger au chien, ça fait perdre beaucoup de temps dans la gestion des émotions. Il vaut mieux le faire en autocontrôle et faire comme tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire simplement mettre des conséquences au chien lorsqu'il bouge et lorsqu'il perd le contrôle de ses émotions. Et là, ça crée une meilleure stabilité. Est-ce que tu es persuadé de ça ou est-ce que tu penses que le contrôle, c'est-à-dire dire pas bouger à la gamelle, euh, mènera à la même stabilité émotionnelle que si tu lui dis rien? Moi, sur l'histoire de la gamelle, déjà, le pas bouger, je dis pas bouger, ça sert à rien, c'est complètement inutile. Pour l'histoire de la gamelle, où je peux donner un ordre assis, par exemple, ou ne rien donner du tout pour faire réfléchir le chien, le fait de moi imposer un ordre de départ va accélérer les choses parce que je vais imposer l'obéissance, je vais imposer le respect d'un ordre. Donc le chien va devoir se forcer, se contrôler pour que la gamelle descende. Je peux très bien le jouer sans ordre et travailler simplement au chien avec son intelligence et attendre de lui-même qu'il comprenne qu'il doit se poser et attendre, mais ça prend du temps. Et Ouais. je sais pas toi, mais le temps, j'en ai pas à foison pour apprendre juste au chien à se poser quand je descends la gamelle. Donc je vais plus vite, je donne un ordre, je fais respecter mon ordre. Le chien, au début, bah, il galère un petit peu parce que c'est compliqué. Au fur et à mesure, bah, il est en mesure de se contrôler et après il se contrôle tout seul. Donc je vais plus vite. Et en fait, le résultat est le même, sauf que je vais plus vite. Oui, après, c'est juste qu'ils pensent que sans ton énergie, sans l'impact que tu vas mettre sur le chien ne sera pas capable de le faire tout seul. Alors que si tu le laisses réfléchir et fauter tout seul au départ, la stabilité de ce qu'il va apprendre et la façon dont il va le laisser dans le temps, il va le garder dans le temps, sera beaucoup plus efficace. Faut le chien par le fait que toi tu imposes le contrôle, de se contrôler, tu lui imposes de se contrôler, en fait, le chien gagne en capacité d'autocontrôle. Donc après, que tu lui demandes quelque chose ou que tu lui demandes rien, il est en capacité de se contrôler parce qu'il a appris à se contrôler. Donc non, c'est le chien, en fait, tu regardais bien, hein, je donne zéro ordre, ils font aucune connerie, je leur impose pas d'ordre, c'est juste qu'ils ont à force de travail et que je les guide dans ce que j'attendais d'eux, en fait, ils sont en mesure de se contrôler. Rien ne dépasse leur seuil d'homéostasie, ils se gèrent très bien. Donc, en fait, tu peux très bien, les deux solutions sont viables, hein, sauf qu'il y en a une, tu vas vite, et l'autre, tu prends du temps. Et tu prends du temps, et si tu n'es pas compétent dans ce que tu fais, bah, ça va être très bancal ce que tu vas faire. Oui, parce que s'ils sont aléatoires, ça ne marchera pas. Du coup, quelle erreur vois-tu souvent chez les jeunes éducateurs actuels?
Faux. À part balancer des paillettes et des friandises aux chiens, Quel conseil tu pourrais leur donner du coup? d'arrêter de suivre la mouvance ultra positive. En fait, de toute façon, après, le problématique, c'est que c'est sociétal, hein. Aujourd'hui, pour avoir du client, et c'est le nerf de la guerre, il faut bien vivre de son boulot, il faut être positif. Et c'est à qui sera le plus positif. Donc, ça se jette des paillettes à la tête. Faut être le plus positif possible. En fait, ils s'enfoncent dans ce dogme et cette façon de faire pour essayer de grappiller un peu de clients. Et du coup, c'est pas viable et ça marche pas du tout. En fait, c'est juste comprends en tant que si j'avais un conseil à donner à des nouveaux qui sont dans le boulot, euh, te cale pas sur la bien-pensance. Regarde pas non plus l'autre côté qui est hyper décrié comme les traditionnels. Cale-toi, toi, étudie la psychologie du chien, fais tes propres techniques, tes propres expériences, vois ce qui marche pas, et après tu déroules. Et c'est pas de suivre la mouvance en cours, et c'est pas non plus de suivre le contre-courant des traditionnels, parce qu'ils sont pas ouf non plus, et fais ta life au milieu de tout ça, quoi. Après, j'ai bien l'impression que la mouvance commence à changer et que l'ultra positif, en fait, commence à être compris comme ayant des limites dans la vie de tous les jours. Et je vois personnellement, moi qui recherche des éducateurs pour faire des podcasts, pour essayer de communiquer, etc., que les ultra positifs disparaissent au fur et à mesure. Et en tout cas, ils veulent pas communiquer, ils veulent pas être en podcast. Tout le monde refuse systématiquement. J'arrive pas à en avoir un en fait en podcast. D'ailleurs, je les invite s'ils nous regardent. Mais pourquoi en fait, à ton avis? Parce qu'ils sont nuls. Ils sont Je l'aurais complètement pas dit nuls. comme ça, mais ok. Nuls, incompétents. Parce qu'ils n'ont aucune analyse, enfin, ils ne seraient pas capables de te répondre et de t'expliquer la psychologie du chien, d'expliquer comment il réfléchit, comment il comprend. Leurs résultats sont très bancals, à part pour de l'obéissance de base, parce que là, tu peux très bien le faire avec du positif, de l'ultra positif, je veux dire, sans jamais aucune sanction, et si tu veux des résultats aléatoires. Mais je connais personne, en tout cas, et j'en ai brassé du monde, hein, qui sont venus me dire, tiens, les ultra positifs ont fait un truc super cool, où je connais quelqu'un qui, et c'est super. Donc oui, en fait, c'est comme le wokisme dans le monde actuel, il est en chute libre, tout le monde commence à se rendre compte que c'est de la merde, et commence à retourner vers des valeurs un peu plus normales. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut se retourner vers les traditionnels qui eux aussi faisaient un boulot nul à chier, hein. C'était que de la contrainte, c'était que de la coercition physique et c'est nul, hein. C'est d'ailleurs ce que fait encore l'armée aujourd'hui, même si les députés nous affirment que le contraire, en sachant que j'étais il n'y a pas très longtemps, je sais très bien comment que ça bosse. Le renforcement positif, ils connaissent pas trop, hein, ils sont plutôt du côté traditionnel. Et vu le résultat après sur les cabots, même du cabot qu'on est censé amener à des niveaux élevés, ouais, c'est extrêmement contre-productif. Donc voilà, il y a un rejet de l'hyper-positif, on est d'accord, même si c'est encore un peu en vogue parce que la société est encore fragile et veut se diriger vers ça. Mais les gens commencent à se réveiller. Il ne faut pas que ça bascule après de l'autre côté, à l'autre extrême, quoi. Je suis d'accord. Mais du coup, pour faire un petit lien, il y a une loi qui vient de sortir sur l'interdiction d'utilisation des outils. Donc, je vais quand même faire un petit résumé de la loi. Donc, en 2024, une loi a été votée en France interdisant les colliers à pointe, colliers étrangleurs et colliers électriques dans une volonté de promouvoir des pratiques plus respectueuses du bien-être animal. Qu'est-ce que tu penses de cette loi? Donc, tu me parles sûrement de la proposition de loi qui est sortie, il me semble que c'était plutôt 2023, si je dis pas de bêtises. Cette loi-là n'a pas été votée, peut-être que tu dis, peut-être que c'est moi qui me trompe, hein, je ne l'affirme pas, mais elle me semblait un peu plus vieille que ça. Elle n'a été votée à l'Assemblée nationale, n'a pas été votée au Sénat, n'a jamais été validée. Pourquoi? Selon mon petit avis, c'est parce qu'il y avait beaucoup de sénateurs qui devaient chasser, et les chasseurs étaient mis dedans, du coup ça leur plaisait pas, et ils n'ont pas jamais passé la loi. D'ailleurs, j'ai fait un gros live, c'était dimanche, d'1h40 avec un juriste pour étudier le nouvel arrêté qui est sorti là. On a bien détaillé le truc, donc si jamais ça vous amuse, allez voir ça. Sinon, pour en discuter, du coup, moi, ça ne me dérange pas, hein, qu'on interdise tout ce qui est collier, enfin, outils coercitifs. Je m'en fous, ça change absolument pas ma vie vu que je les utilise pas. Par contre, ce qui me dérange, c'est comment l'arrêté a été mis en place et les dérives possibles. Donc, nous, on a quand même fait un travail de fond, c'est pas arrêté à la forme de l'arrêté. On allait voir quel député a proposé ça, quelles étaient les discussions parlementaires, qu'est-ce qu'ils se sont dit, beaucoup de conneries. Quel éducateur ils ont interrogé pour leur avis, quel était l'éducateur, des éducateurs subventionnés par les mairies où étaient ces députés, l'opposition qui n'a pas été reçue, qui n'ont pas pu donner leur avis. On a creusé un peu loin. Et du coup, ils sont même arrivés sur l'armée. En fait, quand tu lis l'arrêté, il n'y a que les professionnels, en gros l'éducateur de manière générale, qui n'a pas le droit d'utiliser ou d'enseigner le collier chaîne, le collier à pic ou le collier électrique. Par contre, le particulier, lui, peut l'utiliser. N'importe qui peut commander que l'électrique sur Amazon, cramer son chien, mais le professionnel, bon, il y a beaucoup de nuls, hein, mais le professionnel qui est censé savoir comment utiliser ça pour minimiser l'impact et optimiser les résultats, lui peut pas enseigner. Par contre, l'armée, eux, peuvent l'utiliser. Donc les chiens de l'État
l'État qui nous interdit, nous, en tant que professionnels, d'utiliser ça. Leurs chiens, eux, on peut continuer à les cramer quand tu leur mets des colliers chaînes, des colliers piques. Mais dans les discussions parlementaires, tu as un député qui disait que l'armée avait dit que comme ils utilisaient la méthode Nepopo, pour ceux qui connaissent, ils n'utilisaient de toute façon pas le collier chaîne et collier pique, et que le collier électrique était utilisé de manière très modérée, d'une façon très légère, pour créer juste un inconfort avec le chien. Je suis arrivé en ch'ti militaire, le premier truc qu'on m'a donné, c'est un collier chaîne. Tous les chiens étaient en collier chaîne, collier étrangleur. Des colliers piques, j'en ai vu pas mal. Collier électrique, ok, il n'était pas dans perception, mais il suffisait dans le bureau de demander, tu avais le collier électrique. Et tu les mettais en double sur le cou, sur les parties génitales, et le chien, tu le cramais quand il voulait, c'est pas obéir, quoi. Donc, affirmer des trucs comme ça, enfin, c'est extrêmement mensonger. D'ailleurs, j'ai fait un post sur LinkedIn, j'ai tagué la députée sur ses affirmations en disant, bah, expliquez-moi, moi j'y étais et c'est pas du tout ce que vous rapportez. La police, la gendarmerie, la douane qui affirment également ne pas utiliser ni collier électrique, ni collier chaîne, ni collier à pic, que l'arrêté, ça ne les dérange pas. Il suffit de regarder les photos du défilé du 14 juillet, que vous voyez des signaux, même les pompiers, vous voyez des colliers chaînes. Voilà. Il y a des policiers qui regardent, des gendarmes, ou tout ce qui est service étatique, ils pourront tous confirmer que le collier chaîne, il est en perception, que le collier électrique, collier à pic, c'est d'usage, voire même doublé ou triplé, et que ça se fait. Donc déjà, ceux qui veulent nous imposer des choses se les imposent déjà pas eux-mêmes. Et les seules personnes qui devraient être compétents pour utiliser ce genre d'outils, même si collier pic, pour moi, il n'a rien à faire, c'est complètement inutile et c'est vraiment ça, pour le coup, c'est vraiment l'outil de merde. Le collier chaîne et le collier électrique qui peuvent avoir une efficacité par les problématiques, même si je m'en sers pas au final et qu'on peut très bien faire sans. Mais bon, tu as des courants qui les utilisent. Donc ces courants-là, qui devraient être normalement compétents pour l'utilisation de ça, bah, peuvent pas instruire les gens. Donc en fait, les gens vont se trouver à gérer des outils s'ils le veulent sans être formés. C'est comme si toi, tu veux demain passer le permis, on te fait une bagnole, c'est parti, apprends tout seul, mais le moniteur d'auto-école peut pas t'apprendre comment gérer la conduite, quoi. Oui, oui. C'est encore une fois, je pense, pour les chasseurs qu'ils ont voilà, laissé l'autorisation en particulier de l'utiliser, je pense. Ouais, tu as raison. Je pense que, bah, vu qu'il ne s'est pas notifié, en fait, ils ne disent pas telle profession est exemptée de l'arrêté. En fait, ils mentionnent juste les professions qui sont concernées. Et évidemment, les chasseurs n'en font pas partie. Les chasseurs, bah, de toute façon, on le sait tous, hein, c'est un lobby extrêmement puissant en France. Ils font pression là où ça va bien. De toute façon, beaucoup de sénateurs, Bien voire de sûr. députés sont chasseurs. Et en fait, eux, ils veulent continuer à faire leur petite life. Donc, c'est toujours fais ce que je dis, pas ce que je fais, quoi. Exactement. Quelle honte, quelle honte. Est-ce que ça va améliorer pour toi l'éducation canine? Oui, dans un sens, oui. Parce que du coup, les traditionnels, ils vont perdre des armes. Donc tous ceux qui actionnaient des outils coercitifs sans raison, parce que dans des clubs canins, les clubs canins, 9 sur 10 sont coercitifs, donc mettre déjà des colliers chaînes sur des chiots quand ils arrivent, donc c'est déjà abusé ça. Donc eux vont se retrouver désarmés. Tous les traditionnels qui savent pas travailler proprement et autrement que par la sanction, ben, ils vont se retrouver désarmés, donc au chômage, ça c'est très bien, ils n'ont rien à faire non plus dans la profession, ce qui est coercitif. Donc, pour moi, le coup, ça va amener que des bonnes choses dans le sens de l'interdiction pure de l'usage de ces outils-là. Mais l'autre problématique, c'est que l'arrêté est très flou. Il ouvre des portes à des interprétations qui peuvent être néfastes dans le futur. En gros, ça dit que tu ne peux pas utiliser d'outils ou de techniques ou de méthodes créant de la douleur, machin, ça, il n'y a pas de souci, ou du stress ou un mal-être chez le chien. Et ça, c'est sujet à interprétation. S'il y a du wokiste positif qui se met dans le dent et qui va te dire que quand tu dis non à ton chien ou quand tu lui donnes pas la gamelle tout de suite, bah, tu crées de la frustration, de la peur chez le chien, bah, en fait, tu tomberais sous le coup de l'arrêté et tu pourrais être pénalement poursuivi, quoi. Et après, tu as des juges qui sont pas stupides et qui s'arrêteront là. Tu en as d'autres, hein, qui t'envoient des violeurs avec du sursis et quelqu'un qui a fait un excès de vitesse en prison, qui te sanctionnerait très fort parce que tu as été méchant, tu as frustré le chien. Et ça nous pend la gueule. Surtout que dès que l'arrêté est sorti, tu avais une grosse chasse aux sorcières sur les réseaux, donc tous les ultra positifs qui se sentaient gagnants, qui avaient gagné la guerre, et c'était parti, ils s'enflammaient dans les commentaires, ils disaient bah, c'est parti, on va partir en chasse, on va les traquer, on va les dénoncer, les signaler. Enfin, ils sentaient pousser des ailes, ils sentaient la loi de leur côté, alors que pas du tout, hein, ça n'a rien à voir. Mais en fait, comme ils sont stupides et qu'ils n'ont pas de réflexion, ils se sont sentis pousser des ailes, et ils ont commencé à casser les pieds à plein d'éducateurs. Moi, j'ai reçu plein de menaces, d'avis négatifs. Enfin, ils se sont sentis d'un coup soutenus par la loi, alors que pas du tout. Et ils sont venus commencer à nous casser les pieds. Et la loi, en fait, sur les chiens de catégorie, qu'est-ce que tu en penses? Du bullshit. C'est nul. Donc, on catégorise des chiens, on dit catégorie 1 ou 2. Ces chiens-là sont dangereux, donc obligation de formation, d'assurance, de muselière, tout ça. Donc, on les met déjà dans une case chien dangereux. Euh,
Pourquoi? Enfin, quel est le truc? Par exemple, j'ai travaillé avec beaucoup de staff. Les staffs, c'est hyper sociable, enfin, c'est hyper cool. Donc, à l'époque, évidemment, il y avait des dérives. En fait, c'est parce que beaucoup de mecs de cité dans les années 90-2000 les prenaient, ils les rendaient réactifs, agressifs. En fait, ils ont catégorisé les chiens ou les rottes. Mais au final, ce sont des chiens hyper cool, hyper sociables, top. Et là, on n'est pas à l'abri qu'un jour, on ne retrouve pas le malinois encore catégorisé. En fait, c'est les gens qui en font de la merde. Ça pourrait être un bichon, ce serait pareil, hein. Sauf qu'on est d'accord que les dommages que fait un malinois et un bichon, c'est pas la même. En fait, si tu prends un chien et t'en fais ce que tu veux, ça pourrait être très bien un labrador. Labrador, ok, c'est pas aussi méchant enfin méchant, ça fait pas des dégâts aussi forts, pas autant de pression que d'autres races. Mais en fait, peu importe, un chien qui te mord, peu importe que c'est la pression d'un staff ou la pression d'un labrador, ça va te piquer sévère, hein, ça va te faire mal. Donc les dommages seront plus importants, mais dans tous les cas, il y aura des dommages et ils seront quasiment équivalents. Donc après, c'est juste la façon dont tu éduques et tu dresses ce chien qui fait que ça va dérouler ou pas. Donc cette loi est complètement stupide, ne sert absolument à rien. Et j'ai jamais rencontré de staff où j'ai rencontré des staffs qui étaient réactifs, mais pas plus que du malinois, pas plus que d'autres races, et qui rentraient dans le rang aussi facilement que les autres. Et c'est un chien, ce sont des chiens, les chiens catégorisés, des chiens exactement comme les autres, quoi. Oui, je pense qu'ils ont créé la loi aussi pour pouvoir aller récupérer les chiens et aussi interdire, par exemple, de squatter les halls des immeubles, etc. Parce que tout simplement, c'est la loi. Et du coup, ça leur permettait d'agir en toute légalité, je pense, sur les chiens qui squattaient en fait les immeubles. Je pense que tu as raison. Et du coup, ça donnait quoi? Vu que l'État a toujours un train de retard, bah, les mecs ils ont changé de race. Maintenant, tu as des malinois. Du bully, du malinois, du bully, ouais, bien sûr. Et quand ils interdiront ces races-là, ils en prendront une autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est stupide. Et du coup, Je c'est suis toujours d'accord. pareil, c'est les gens lambda, normaux, qui se trouvent pénalisés. Je suis d'accord. Et du coup, quel outil toi tu utilises aujourd'hui dans ta pratique, en positif ou en négatif? Outil, une laisse, un collier, et un jouet. Point. Ok. Pas besoin de plus. Et est-ce qu'on pourrait éduquer sans aucun outil, à ton avis? Je te dirais que ce serait compliqué. Donc, tu pourrais te passer éventuellement d'un collier et d'une laisse, mais sans objet de motivation, c'est compliqué. Ça pourrait le faire, hein. D'ailleurs, le chien ne travaille pas gratuit. Il travaille pour quelque chose, ou un contact avec toi, un lien avec toi, ou un un objet, que ce soit une récompense, un jouet ou une friandise. Donc, c'est des drives. J'appelle ça des drives. Ouais, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Drive de motivation. Donc, on a le food drive, le prey et le praise drive. Donc, c'est soit la prédation par le jouet, soit la food drive, la nourriture, ou le praise, c'est les caresses et l'interaction avec toi. Très peu de chiens se contentent uniquement d'interaction avec toi. C'est peu valorisant pour eux parce qu'au final, les chiens ne se caressent pas entre eux. Tu vois, c'est pas un truc génétique chez eux de se faire des câlins et de se caresser. Donc ils kiffent. Certains kiffent pas du tout, ils s'en foutent complet. D'autres kiffent bien. Mais par contre, la nourriture et le jouet qui fait référence à l'instinct de prédation, c'est inné chez eux. Enfin, la nourriture et la préda, c'est quelque chose de puissant. Mais là, du coup, ça inclut des objets, ça inclut de la friandise ou au moins un jouet. Donc tu pourrais très bien le faire juste à l'interaction, à la caresse et à la gestuelle, ça pourrait se faire, mais je pense qu'il faut un niveau de technicité supérieur et le chien qui va bien aussi. Moi, comme tu sais, j'ai deux chiens, il y en a une, elle travaille pour moi et si je fais juste du praise drive, juste des caresses, elle est super contente et ça suffit. Mon mâle, il en a rien à carrer, hein. Je le caresse, après la récompense, il fuit mes mains, il regarde ma sacoche où j'ai le jouet. Il en a rien à carrer de mes récompenses. Donc si on me donnait ce chien-là sans aucun objet pour le travailler, je pourrais obtenir des résultats, mais il serait limité et sa motivation à travailler serait pareil aussi extrêmement limitée. Et le jour où il verra quelque chose de plus Ah, intéressant que moi à obéir, comme une proie par exemple, bah, il partirait dessus parce que j'ai pas de moyen de le sanctionner et j'ai pas de moyen de lui faire comprendre que je peux lui proposer quelque chose de plus cool que partir derrière une proie. après, il y en a qui jouent du coup avec l'accès liberté, par exemple, où en fait, ils donnent de la liberté lorsqu'il y a un minimum d'obéissance, etc. Ça, tu joues jamais avec la liberté? Ça, ce sont des gens incompétents qui font sur ça. C'est toujours pareil, c'est les gens qui n'y arrivent pas à avoir un minimum de dressage, d'éducation. Fait non, le chien, je le laisse libre, parce que c'est un animal, il doit être libre. Mais c'est juste parce que tu es nul et tu n'arrives pas à avoir d'obéissance. Parce que je pense que n'importe qui arrive à avoir de l'obéissance et un chien qui est carré, ben, il vaut vraiment ça. Tu sais, c'est comme, j'ai pu voir, là, je vais me faire traiter de grossophobe, hein, mais tu vois, les obèses qui disent, ah non, moi je suis content d'être grosse, je m'assume, machin, et qui tu regardes 5-6 ans après, ils ont fait un régime et ils s'affichent tous sveltes et ils sont contents. En fait, c'est juste qu'à ce moment-là, à instant T, où t'as pas la motivation, où t'as pas les compétences et les connaissances pour maigrir, du coup, tu essaies de t'assumer comme ça, mais au final, on sait tous qu'on préférait être fit. Les chiens, c'est pareil. Donc, au lieu d'avoir, tu peux pas avoir un chien carré parce que tu es en manque de connaissances, de compétences, bah non, tu caches ton incompétence par non, le chien, il est libre, je lui laisse sa liberté, machin. Mais si demain, je te donne les compétences pour un chien carré qui ne casse pas les pieds et qui obéit, bah tu prendras ça.
Ok. Et du coup, sur un chien extrêmement difficile, dans la rééducation, est-ce que tu as besoin d'outils particuliers ou tu vas rester sur ta laisse et collier Dépend. et jeu? Ça dépend le cas. C'est toujours adapté en fonction du chien. Ça dépend le cas de la réactivité. Ça dépend de la raison de la réactivité, que ce soit par peur, que ce soit par frustration, que ce soit de la réelle agressivité. On peut avoir besoin d'outils ou pas. L'usage d'outils n'est pas forcément que l'électrique, hein. Je précise, je travaille jamais avec du CE, pour ceux qui se posent la question, mais des outils, en fait, c'est des aides pédagogiques, j'appelle ça. Donc, tu as toute une liste d'aides pédagogiques que tu peux mettre en application pour travailler et rééduquer, ou pour valoriser le chien, ou pour le sanctionner, même si au final, mes sanctions restent toujours extrêmement light, mais je peux me servir de différents objets de récompense, différents objets pour conduire le chien, pour travailler le chien. Donc après, voilà, s'il y a besoin de me servir d'aide péda, je me sers d'aide péda. Après, si maintenant tu me laisses deux mains à poil, sans objet de motivation, sans possibilité de sanctionner le chien, et le chien réactif, en fait, il faudrait bien qu'on m'explique qui c'est qui serait capable de rééduquer du chien, quoi. Tu vas laisser en liberté, il va avoir un congénère à partir dessus comme un fou. Comment tu le récupères, comment tu le sanctionnes, comment tu lui fais comprendre qu'il y a plus intéressant que faire ça. Enfin, tu vois, si t'es complètement à poil et t'as rien, c'est, je serais curieux de voir ça, quoi. Oui, je suis d'accord. Du coup, enfin, il y a beaucoup d'éducateurs qui utilisent des outils différents. Et je pense que ça doit être adapté au chien, adapté à l'humain, adapté à l'environnement. Toi, tu penses ça aussi ou tu penses que tous les chiens devraient être joueurs, que c'est la faute du propriétaire s'il n'est pas joueur parce que tout simplement il ne sait pas jouer avec son chien ou parce qu'il n'engage pas l'énergie pour apprendre à son chien à jouer? Ou est-ce que tu adaptes la récompense et la sanction en fonction de la race, en fonction de l'humain? Donc oui, je pense que le chien, s'il n'est pas joueur, c'est la faute des propriétaires qui font pas ce qu'il faut. Malgré ça, il se peut qu'il y a des chiens qui ne soient pas fanats du jeu pour X raisons. Tu prends un chien qui a été toujours privé de nourriture, qui a vécu un peu dans la rue en errance, tu le récupères, bah, la nourriture aura possiblement beaucoup plus de valeur pour lui que le jeu. Donc il sera plus attiré sur le food drive que le prey drive. Donc il y a des chiens aussi qui sont par caractère, pas joueurs, qui kiffent pas ça. Donc il y a déjà la première partie où le client ou le maître ne fait pas ce qu'il faut pour rendre le chien joueur. Et si jamais il fait ce qu'il faut et que le chien n'est pas joueur, bah, c'est pas une fatalité. Tu as d'autres drives pour le travailler. Et puis si maintenant on vient avec un chien qui est réactif, bah, je vais pas passer 3 heures à lui essayer de le rendre joueur pour le valoriser. Si le chien aime la nourriture, bah, je vais travailler avec la nourriture. Si le chien aime l'interaction avec le maître, bah, je vais travailler avec ça. Je vais travailler avec les drives qui sont forts pour le chien, plutôt qu'essayer de tout chambouler, tout inverser et essayer de remodeler tout ça. J'ai pas le temps. Je me sers des armes qui sont à ma disposition, des drives qui sont à ma disposition. D'ailleurs, hein, tu parles interaction, des fois c'est juste la proximité avec le maître pour certains chiens qui est quelque chose de très positif et ils cherchent pas forcément, ils attendent pas forcément la caresse parce que le chien vient, donc forcément l'humain lui il pense que c'est pour une caresse et quand il caresse, le chien est un peu mal à l'aise parce que c'est pas forcément ce qu'il voulait juste de la proximité, être à côté et c'était déjà pour lui quelque chose de très positif. Si ça te va, on va faire quelques cas pratiques, quelques mises en situation. Et tu me dis rapidement sur un cas particulier, du coup, comment tu as géré et pour toi, quel est ce type de chien. Donc, par exemple, aboiement excessif dans la maison pour un oui, pour un non. Pour toi, dans ta tête, tu vois le chien de quelle manière? Ce chien-là est de quel tempérament, de quel caractère, etc., de quelle race. Voilà, qu'est-ce que tu pourrais voir sur un chien excessif dans l'aboiement à la maison? Faut le piquer, c'est tout. Voilà. Casse les couilles, il faut le piquer. Ok, comment je verrai la race? En fait, ça pourrait être n'importe quelle race. Et ce que j'aurais en tête, si quelqu'un vient demain et me dit comme ça, ok, j'ai mon chien à la maison, il fait que d'aboyer comme un fou, j'ai déjà cherché à comprendre son niveau d'autocontrôle, en fonction en posant des questions basiques. Si tu dis ton chien rester assis, est-ce qu'il reste assis? Dans quelle situation il arrive à se contrôler? Donc déjà voir où est son niveau de gestion des émotions. Après, je poserai un peu des questions sur leur mode de vie à la maison pour voir s'il y a un peu d'hyper-attachement et d'anxiété de séparation qui pourrait causer du coup aussi ces problématiques-là. Et j'essaierai de creuser là-dedans, en plus sur une problématique comportementale après pour essayer d'agencer le truc. Si jamais il comporte correctement et que le chien ne fait pas d'anxiété de séparation et qu'il n'y a pas un problème là, ça peut être soit un problème également de dépense, donc le chien qui n'est pas suffisamment dépensé, pas de façon optimale, parce que beaucoup pensent que je fais le tour du quartier, c'est bon, le chien est dépensé, mais en fonction des races, c'est absolument pas le cas. Donc déjà voir si le chien est dépensé correctement, parce que du coup, s'il est à la maison et qu'il n'est pas dépensé, bah, il est plein d'énergie, et l'énergie, il expulse comme il peut, en faisant des dégâts, en aboyant, en faisant ce qu'il peut pour expulser tout ce qu'il a. Donc on essaierait de voir déjà la partie comportementale, s'il y a un problématique. On essaie de voir après si le chien est dépensé correctement, essayer de voir son niveau de gestion des émotions, parce que même s'il est dépensé correctement, mais peut-être que son cerveau il est à 200 à l'heure tout le temps et qu'il n'arrive pas à rester posé un certain temps, et du coup il est obligé d'expulser. Et ensuite, je mettrai des petits exercices en place tranquillement. Donc, soit je travaillerai déjà sur la partie comportementale pour enlever le malaise, le mal-être chez le chien, voir déjà s'il y a des résultats. S'il n'y a pas de ça, on travaillerait bêtement sur du dressage. Dressage tout simple de
une action égale une conséquence négative et une non-action, ne pas aboyer, du coup, donne une récompense positive. Donne voilà, quelque chose de Ok, positif. ok, super. Et sur un chien de 7 mois qui mordit toujours les tables, les mains, on peut pas le caresser sans qu'il vienne ouvrir la gueule en fait sur l'humain. À ton avis, qu'est-ce qui s'est passé et qui est ce chiot? Je vois beaucoup sur du chien de berger, tu as du malinois, des choses comme ça. Après, il y a beaucoup de chiens qui font ça aussi, hein. C'est assez standard, en fait, on est dans du dressage de base. Le chiot, il est tout jeune, il découvre des choses, il expérimente, il teste ce qu'il peut faire, pas faire. Et s'il ne reçoit pas une sanction adéquate quand il fait quelque chose, en fait, le comportement va continuer. Si le chien a du plaisir à mordiller des choses et que la sanction, c'est bêtement non, et que le chien n'a pas encore compris ce que c'était un non, bah, ça va continuer. Je regarderai aussi si les gens font pas des trucs contre-productifs. Les gens qui vont mordre, quand les chiens mordent les mains, les gens ont tout le temps des mouvements de rejet, c'est d'enlever les mains, de les écarter. Et du coup, ça excite encore plus le chien. Du coup, il saute encore plus dessus. Et en fait, on renforce son comportement parce que le chien croit qu'on joue. Donc nous, on a beau essayer, la personne a beau essayer de virer le comportement, il va perdurer, il va se renforcer parce que le chien croit que c'est cool. Donc déjà, essayer de recadrer les gens et de leur expliquer les bons gestes à avoir pour ne pas inciter le chien à faire de la merde. Après, à créer des situations, à encourager le chien à faire des bêtises, à mordiller quelque chose, et le sanctionner proprement et dans la foulée, le rediriger sur quelque chose qu'il peut faire. Ça va être bêtement déjà si le chien mordit un coin de table, par exemple, ou un pied de table, ça va être créer la situation, l'encourager à y aller, mais sans donner d'ordre, en tapotant un peu sur le pied de table, machin, qui viennent. Dès qu'il pose ses dents dessus, donc dès qu'il a cette idée, dès qu'il veut faire ce comportement-là, là, il va se prendre un gros nom énervé, il va stopper net, et dans la foulée, je vais le récompenser avec quelque chose et je vais le rediriger sur autre chose. Donc pas besoin de plus de coercition, le chien a besoin juste d'être guidé. Certains éducateurs vont préconiser de donner un jeu lorsque il mordit la table pour retransférer le mordiment en fait sur le jeu. Sur le papier, c'est cohérent. Dans les faits, est-ce que ce serait pas un peu une association positive? Le chien a mordi la table, le pied de table, et bim, il y a un jouet qui apparaît qui est cool. C'est un peu comme le chien qui veut bouffer le chien, tu jettes des friandises par terre. C'est complètement une pensée humaine et c'est pas du tout une pensée canine. Et ça, c'est les humains qui pensent, bah non, mordis plutôt ton jeu. Ils se rendent pas compte qu'ils renforcent le mordiment. Et c'est pour ça qu'on croise beaucoup de chiens, chiots, chiens adultes qui mordillent encore, tout simplement parce qu'en fait, ils associent le mordiment à quelque chose de positif sans le vouloir, alors qu'eux, ils disent le mot non, mais l'action, elle est pas bonne, quoi. Quand ils disent non, c'est toujours Euh, souvent les femmes ont une voix aiguë. Après, c'est factuel, c'est comme ça. Le problème de la voix aiguë, les femmes, en fait, quand elles se font pas obéir, je l'ai vu plein de fois, en fait, elles montent, elles parlent plus fort parce qu'elles s'énervent, mais comme elles ont une voix aiguë, tu vois, le chien associe ça positivement. Donc les femmes, enfin, ça crée aussi des bugs. Ça, c'est des trucs qu'il faut prendre en compte. L'homme, il a des bugs sur certains autres trucs, les femmes sur certains autres trucs, c'est des propriétés physiques, même si aujourd'hui, c'est très abstrait dans la société d'aujourd'hui, tout ça, hein. Ça peut plus être binaire et normal. Donc, voilà, la femme qui a une voix aiguë, ben, si elle parle fort, ben, au final, le chien ne le prend pas trop comme une sanction. Ça peut être noyé un peu dans l'excitation. Enfin, voilà. Après, l'homme a plus de problématiques pour récompenser le chien parce qu'il a une voix grave et il a du mal à faire l'idiot en parlant avec une voix aiguë. Du coup, il a du mal, lui, à renforcer les bons comportements. Donc, en général, la femme a du mal à sanctionner parce que le timbre de voix, le ton n'est pas adapté. Et l'homme, comme il veut pas être ridicule à parler avec une voix aiguë comme un idiot, bah, il a du mal à récompenser le chien et du coup à valoriser les bons comportements. Donc, c'est physique, c'est comme ça. Mais c'est des trucs à prendre en compte mm, aussi, mm, les trucs physiques, hommes et femmes. oui. Il y a une vraie différence entre l'excitation, l'énervement et la fermeté sur le non. Et il y a beaucoup d'énervement, beaucoup d'excitation parce que la plupart des humains attendent longtemps avant d'intervenir parce qu'ils veulent être patients, ils veulent bien faire les choses, ils veulent que ça se passe bien pour leur chien, pour leur chiot. Mais en fin de compte, ils pètent un plomb et après eux, ils n'arrivent plus à redescendre parce qu'ils ont été trop patients au départ et qu'ils n'arrivent plus en fait à contrôler leurs propres émotions. Même si le chiot à ce moment-là, lui, il dit non, non, on arrête, c'est bon, c'était une blague, c'est trop tard parce que l'humain lui est trop haut et du coup ça part dans tous les sens alors que ça pourrait être beaucoup plus propre et beaucoup plus clair pour tout le monde. Le chien qui fonce sur tous les autres chiens, alors nous on a le cas en fait du coup à la plage, mais ça pourrait être dans un parc, ça pourrait être en pleine campagne. Est-ce que pour toi c'est quelque chose que tu autorises, c'est-à-dire est-ce que tu autorises ton chien à aller voir les autres chiens ou c'est quelque chose que tu mets pas en place dans ton éducation? Non, jamais, jamais. Parce que déjà, moi je pars du principe que
personne ne interagir avec ma vie. Je veux pas, enfin, moi, je suis pas le mec le plus sociable du monde. Personne n'interagit avec moi, personne vient me casser les pieds. Et donc, moi, je vais casser les pieds à personne. Mon chien, il a pas à aller emmerder le chien des autres ou les gens qui n'ont pas forcément envie, ou leur chien n'a pas forcément envie. Leurs chiens sont peut-être réactifs ou en travail de resocialisation. Et à ce moment-là, tu as un chien qui fonce dessus comme un idiot, même s'il est sociable, bah, ça pète le travail des autres. Donc, tu as ton chien. Moi, mes chiens sont tout le temps en liberté en ville. Ils n'ont jamais de laisse, jamais de contrôle. Mais je ne laisse jamais aller vers personne. Je ne laisse jamais aller vers des chiens. Je les rappelle toujours au pied. Tant qu'il n'y a personne, ils font leur vie. Quand quelqu'un arrive, je les rappelle. Et en fait, je leur laisse une liberté totale. Mais je fais en sorte qu'ils emmerdent jamais personne. Donc, moi, jamais mes chiens, ils tracent pour aller voir d'autres chiens quelque part. C'est complètement interdit et impossible. Parce que je tolérerai jamais qu'un chien X vienne au contact de chez moi et vienne me casser dans mon travail. Parce qu'en fait, ça peut péter le travail de tes chiens. Si toi, tu as un chien qui était réactif, machin, et que tu es en train de retravailler, tu as fait un travail de fond, ça fait un moment que tu travailles, et puis d'un coup, tu as un chien qui sort de nulle part qui arrive sur le tien voit une menace arriver, retourne dans ses anciens à travers, et toi, tout ton travail, il est foutu en l'air. Parce que des gens font de la merde, contrôlent pas leur chien et n'ont rien à faire. C'est quand même bizarre que c'est la seule espèce qu'on laisse aller sur toutes les autres espèces, alors que ton enfant, tu fais pas ça, ton chat, tu fais pas ça, tes chevaux, tu fais pas ça. Et je sais pas pourquoi le chien, c'est la seule espèce où on lui dit, bah vas-y, tu peux aller voir tout le monde. Je pense que c'est du non-contrôle, c'est-à-dire qu'on a tous connu le, bah non mais il est gentil, qui veut dire en fin de compte, bah j'arrive pas à le contrôler, enfin c'est trop tard. Mais dans le principe, je pense que c'est plutôt de la non-éducation qu'autre chose qui crée cela. Et peut-être parce que si c'est compliqué, les gens pensent que c'est simple d'avoir un rappel à la plage, alors que pour moi c'est une finalité, c'est passer le bac. Si tu veux passer le bac, c'est que tu as travaillé, c'est que tes parents ils ont eu un mauvais rôle à un moment donné à t'interdire de sortir et de pas aller en boîte pour réviser, etc. etc. Et je pense que ça c'est dur à mettre en place chez le chien aujourd'hui parce que on n'a pas encore cette vision-là du rappel et du lâcher qui est une finalité en fin de compte et qui est pas acquis comme ça par le chien naturellement. Forcément, il va faire des choix opportunistes et des fois, il va se louper, quoi, sans éducation. Exactement. Après, Euh, je te rassure, ouais, avec ma tête et mes chiens, il n'y a jamais personne qui lâche ses chiens en libre sur moi. Moi, ça m'arrive pas ce genre de cas de figure. Donc, mais ouais, c'est assez c'est fréquent. ça. Moi, ça, on ne vient pas trop Encore m'emmerder. moins quand on connaît ton passé, c'est sûr qu'on a encore moins envie de venir t'emmerder. Du coup, on va finir par un petit jeu qui est le meilleur et le pire. Tout simplement, je te donne un thème, tu me donnes le meilleur et le pire. Donc, par exemple, sur l'outil éducatif, ton meilleur outil éducatif et le pire éducatif. Outil éducatif, pardon. Le meilleur, une balle, un jouet. Le pire, Torquatus. Ok. La race, alors, on va pas dire la pire, on va dire ta race préférée et ta race, comment on va dire proprement, que t'aimes le moins. Race préférée, forcément, ça va être du Malinois parce que c'est ce que j'ai, ce que je travaille le plus, parce que j'aime leur cerveau, leur activité, leur réactivité. Ça, j'aime beaucoup. Les races que j'aime pas, c'est tout ce qui est dans la catégorie des chiens de compagnie. Donc, tu sais, c'est classé par groupe, les races de chiens. Je sais plus exactement ce qu'il y a dedans. Je sais qu'il y a un groupe qui recense des chiens de compagnie qui, Il y a du bichon, il y a du caniche, qui ne etc. servent à rien, qui n'ont aucun but. Tu sais, tous les autres chiens, ils ont tous un but quelque part. Ils sont tous de la chasse, de la garde, chiens de berger. Ils ont tous un rôle, un but, une fonction. Et des gènes qui vont dans ce sens-là. Ces chiens de compagnie ne servent à rien, c'est des pots de fleurs, c'est des chats améliorés, donc c'est pas des races que j'apprécie. Autant j'ai rien contre eux, mais c'est pas mes races préférées. Ils ont un intérêt de compagnie. Ils sont faits pour porter compagnie. Enfin, quand tu vas, Non, t'es pas d'accord avec ça? tu prends un chat, quoi. Quand tu veux un chien, c'est que tu vois, il y a du vivant, il y a quelque chose derrière, il y a une histoire, il y a du passif de la race, il y a quelque chose, quoi. Tu prends un bichon, qu'est-ce que tu fais avec un bichon, quoi? Tu vois, tu prends Oui, t'es très fan des chiens du coup de race, avec des gros patrons moteurs, avec une vraie utilité. Mais ça, c'est ton côté peut-être travail qui crée un petit peu ce lien-là, parce que toi, tu cherches vraiment l'utilité du chien. Et si tout le monde pensait comme toi, il y aurait bien moins d'abandon et d'erreurs éducatives, hein, parce qu'il y en a plein qui prennent des chiens sans savoir quel type de chien ils ont pris. C'est comme s'ils achetaient une Ferrari et qu'ils se retrouvent dans le mur au premier virage parce qu'ils ont appuyé sur l'accélérateur et qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient une Ferrari, quoi. Mais pour moi, c'est un peu le même principe. tu passes sur des chiens d'eau, Golden, tout ça, hein. C'est pas que pour une qualité de Mm, travail, mais en fait, tu as un chien qui est un passif, qui a des patrons moteurs puissants, et que du coup, tu réfléchis, ok, le chien a dans ses gènes tel patron moteur, il aime faire ça, comment je peux utiliser ce qu'il aime le plus pour valoriser les comportements que je veux, comment je peux travailler avec. En fait, tu as une réflexion derrière. Tu vois, c'est comme si tu jouais aux échecs avec ton chien, tu avances tes pièces, tu essaies de voir un peu comme les contre-attaques, comment tu peux le coincer et au final gagner la partie tout en étant positif, mais en réfléchissant, pas en étant un idiot vautré devant Netflix et en espérant que ça va passer tout seul, quoi.
Ok, super. Après, le meilleur type de propriétaire de chien et le pire type de propriétaire de chien. Le meilleur, c'est simplement celui-là qui prend un chien en connaissance de cause, en ayant étudié la race, en sachant que tel chien a telle caractéristique, telle propriété, et qui est en adéquation avec sa vie. C'est la personne qui fait des recherches et qui prend un chien qui est adapté à sa vie, pas parce que le chien il est mignon tout plein, quoi. Qui prend le chien qui va bien. Et l'autre, à l'inverse, c'est le chien, c'est la personne qui n'a aucune connaissance, qui ne comprend rien, qui voit la mignonnerie du chien, du berger australien, du husky, parce que c'est mignon et je le veux. Et au bout de 15 jours, ça commence à subir la vie. Les gens qui voient le chien comme quelque chose de facile, quelque chose de cool, quelque chose comme un chat où ça se passe tout seul. Le pire et le meilleur et la meilleure méthode éducative. C'est assez facile. Je te dirais que de manière générale, tu parles ou précis sur des méthodes? Euh, de manière générale. Parce que là, ce serait bidon. Je te dirais la meilleure, c'est la positive et la moins bonne, c'est la négative, quoi, la traditionnelle. Je dirais, voilà, c'est la meilleure méthode. Donc dans la moins bonne, tu mets le coercitif, tu mets pas l'ultra positif. C'est à nuancer. C'est à nuancer parce que les deux font du mal au caveau. Donc, la meilleure méthode, c'est la méthode, c'est un mot un peu bidon, mais équilibré, en fait, savoir quand récompenser, quand sanctionner, comme pour un enfant. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, tu peux plus sanctionner un gamin, c'est interdit, parce que tu vas en prison. Et du coup, ça dérivait sur les chiens. Mais bon, moi, j'étais éduqué avec des interdits et des sanctions, toi aussi, je pense. Et au final, on est des gens équilibrés. Quand tu regardes la nouvelle génération, tu vois le bordel que c'est. Voilà, tu as compris. Tu vois que la génération suivante de chiens, ça va être le bordel. Donc, allez, si je dois vraiment mettre un pire entre la tradie et la positive, putain, c'est vraiment compliqué de. Je te dirais la tradie, enfin, la tradie et la positive, parce qu'ils sont l'ultra positive, parce qu'ils sont plus nombreux. Ils sont plus nombreux, ils sont plus bruyants, ils sont plus la société de leur côté, donc oui, ils font plus de mal. Les tradis, ils se cachent un peu, ils sont plus discrets, il y en a moins. Du coup, proportionnellement, vu le nombre qu'ils sont, ils font moins de mal aux chiens. La meilleure méthode, c'est simplement, je dis, l'équilibrer. C'est réussir à faire la part des choses, quoi. D'accord. Du coup, le meilleur et le pire éducateur canin voilà, l'éducateur canin que tu suis ou vraiment en fait tu adores sa façon de travailler, sa vision du monde canin et à l'inverse. Te dire, je regarde même pas plus que ça la concurrence, entre guillemets. Donc, je ne peux même pas te dire que j'ai des meilleurs. Il y a des gens que j'aime bien et que j'aimerais découvrir un peu plus leur façon de travailler. Pupier, par exemple, tu vois. Je ne connais pas spécialement ses méthodes. J'ai vu des petites vidéos, ça son approche à cet ancien, sans manquer de respect. Mais je pense que par l'expérience qu'il a, il a des choses à apprendre. Donc, je ne connais pas ses méthodes. Donc, j'aimerais bien les découvrir et voir. Certains autres comme ça aussi. Après, en négatif, voilà, ça, mon gars, il y en aura un paquet, hein. Tous ceux qui m'attaquent tout le temps, là, qui disent que je dis de la merde, que je suis mauvais, machin, et ça, il y en aura un paquet. Mais si je les cite là, on va partir en diffamation, tu vois, et ça va pas le faire. Mais par contre, côté beauty, je peux le dire, ouais. Non, 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 pas les Voilà. citer, mais. Pupier, Oui, j'aimerais bien le après, voir. Pupier, moi j'y suis allé il y a 4 ans pendant une semaine pour faire des chiens dits difficiles. Et c'est vrai qu'il a, à mon avis, ce que tu appelais tout à l'heure la fibre. Avec le chien, ça, on ne pourra pas lui enlever, ça c'est sûr et certain. Et bravo aussi pour son évolution et sa remise en question constante. Parce qu'en fait, il change, il fait plus que moi j'ai vu. Et du coup, bravo à lui de s'adapter un peu à la société et d'essayer d'avancer tout en aidant un maximum le chien. Et ça, c'est Et ce intéressant. que j'aime aussi beaucoup chez lui, c'est qu'il reste droit dans ses bottes. Tu vois, dans ses interventions, ses petites vidéos, il est sur sa lignée de pensée et il dit ce qu'il pense et il en a rien à faire de ce qu'on aura comme retour. Ça, j'aime beaucoup. Le mec qui porte ses couilles, qui va au bout des choses et qui se vautre pas devant la pression sociétale. Voilà, c'est un peu comme toi, du coup. Pour le coup, ouais. Mais lui, il le fait depuis un peu plus, lui, il le fait depuis plus longtemps que moi. Ah ouais, non, mais lui, il a assumé des trucs abusés, hein. Mais bon. Du coup, en fait, dépenser son chien. Le meilleur moyen et le pire. Le meilleur moyen. Ça dépend toujours de la race, mais je te dirais le travail d'autocontrôle, parce qu'on va travailler sur le mental du chien et ça le fatiguera beaucoup plus que le physique. On l'a obligé à réfléchir, à se concentrer, toujours positivement, avec des récompenses, tout ça. Et vu qu'il y a la récompense, tu peux récompenser par la poursuite, et donc il y a un peu de physique. Donc travail d'autocontrôle. Il faut que ça défonce beaucoup plus le chien, ça le dépense beaucoup plus que bêtement le tour du quartier. Et la dépense la plus pourrie, le tour du quartier, la petite balade sanitaire de pipi, tu crois que ton jeune chien, ça va lui suffire, et après tu t'étonnes pourquoi ton appart il est défoncé. Il y en a plein qui trouvent ça incroyable, qu'on a fait 30 minutes d'exercice et que le chien va se coucher comme si on avait fait 3 heures de balade. Alors que c'est juste que ce chien, rester statique, réfléchir, pour lui c'est épuisant
Par contre, courir bêtement dans tous les sens, pour lui, c'est quelque chose de facile et il ne doit pas gérer ses émotions à ce moment-là. Et du coup, ça lui paraît beaucoup plus simple dans le temps. Et du coup, ça marque les gens et ça leur permet de mieux mettre en place des exercices au quotidien pour simplement dépenser leur chien. Exact. Du coup, le meilleur travail pour un chien, bien sûr pour un chien de travail, on va parler du Malinois par exemple. Pour toi, ce serait quoi la meilleure façon de le mettre en avant et le meilleur travail pour lui? Le meilleur travail, c'est-à-dire le travail que Malinois préférerait ou pour toi que le duo, quand il fait ce travail-là, c'est quelque chose à tes yeux de très positif pour les deux, dans la relation, pour le chien, etc. Ça peut être tout hein, d'ailleurs. En fait, c'est quelque chose que le chien kiffe et que tu kiffes déjà toi faire, parce que si toi t'aimes faire l'activité et que tu transmets ça positivement au chien, ça peut que le faire, que ce soit de l'agility, du mordant, de l'obéissance ou des activités outdoor que toi tu peux faire. Déjà, du moment que toi tu kiffes, tu transmets déjà des bons trucs au chien et tu le fais kiffer. Faut pas un truc que toi déjà tu subis. Il faut que il y a. En fait, le chien, le malinois, il va tout kiffer, hein. Il va tout aimer. On peut tout lui faire aimer, mais il faut déjà que nous on aime faire l'activité, et qu'on n'y va pas parce qu'il faut le faire ou par contrainte. Si on a déjà ça, ça le fera pas. Du coup, le pire, tu vas me dire l'inverse. Ouais, et ça va être la pire activité pour du malinois, pour l'occurrence, ou du chien de travail tout court, hein. C'est comme je l'ai dit avant, c'est bêtement la petite balade. C'est, je me contente de faire ça. C'est on se balade et on croit que parce que je fais le tour du quartier, on va créer des liens et on va te dépenser, il va se passer des bons trucs, quoi. Et après, voire même, je te dirais que ça pourrait être aussi le mordant quand c'est fait dans des mauvais clubs. Tu as beaucoup de clubs canins qui font du coercitif sur le mordant. Tu vois, le chien est collier pique, collier à chaîne ou collier électrique pour avoir la cessation, pour de l'obéissance sur le mordant. J'en ai fait du mordant, j'ai jamais besoin de tout ça. C'est l'autocontrôle, ça suffit large. Mais tu as beaucoup de clubs qui font ça. Du coup, une activité que toi, tu aimes peut-être faire, le chien, ça devient vite désagréable parce qu'il se prend des sanctions de l'espace et on lui apprend pas à se canaliser, à gérer le mordant. En sachant que le mordant, pour toi, tu le sais très bien, mais il y a peut-être des gens qui ne le savent pas, ça rend pas du tout un chien agressif, hein. Le chien va mordre la toile. Au contraire, une association positive avec l'humain, parce qu'il échange positivement avec l'humain. Le chien mord la toile, il mord pas l'humain qui est dedans. Vous enlevez la toile, le costume, il n'ira pas mordre l'humain. Pour que le chien morde l'humain derrière, il y a toute une technique de déconditionnement opérationnel à faire pour lui apprendre à mordre l'humain. Donc un chien qui mord un homme d'attaque ne mordra pas d'humain. Et du coup, il y a une grosse association positive avec l'humain parce que l'humain lui fait du bien. Il permet de défouler son instinct de prédation. Mais si à ça, on lui rajoute du collier électrique, du collier chaîne, du collier pique pour des associations d'obéissance, mais on commence à mettre du négatif et de la souffrance dans tout ça. Donc ces associations ne seront pas la même chose et on peut faire des dérivés un peu. Il y a quand même eu une vidéo qui a tourné d'un accident où le gars a enlevé le bas du costume. Il avait mis que le haut et le chien a été chercher en fait la jambe du gars. Mais comme tu dis, c'est du conditionnement. C'est-à-dire que pour le chien, lui, il était en condition de ring. Donc en fait, il a répondu tout simplement au conditionnement général. Maintenant, quand c'est très mal fait, le problème, c'est que ça pourrait peut-être générer au fait plus de dérives. C'est-à-dire que quelqu'un qui court par exemple, dans une cour de gendarmerie, on n'a pas le droit de courir, par exemple. Parce que les chiens sont conditionnés à suivre le mouvement. Donc en fait, quelqu'un qui court chez toi, ça pourrait en fait créer de la déviance aussi, Donc c'est que les dans ce cas-là. gendarmes sont incompétents alors. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à contrôler ton chien, à faire en sorte que le chien ne part pas derrière un truc qui court. Je veux dire, tu as un chien professionnel et c'est un chien de boulot, hop, il est censé se contrôler tout le temps. Être le chien le plus ops, le plus carré du monde. Et pas parce qu'il y a un truc qui court, il part derrière comme un idiot, quoi. C'est-à-dire qu'un jour, il y a un gamin qui Mm. court, il va partir derrière aussi. Mais oui, il peut y avoir des dérives, ça forcément, si le conditionnement et le dressage est mal fait. Là, l'occurrence, la vidéo que tu faisais mention, je l'ai vue aussi. Donc le mec a la toile sur le haut du corps et le chien va mordre en bas, là où il a les jambes à l'air. Mais tu vois que le chien, il est, comme tu l'as dit, conditionné, il a ça, il est en ring, il a son homme d'attaque en face. Le chien est conditionné à venir mordre en bas parce que c'est ce qu'il aime faire. Et là, d'instinct, il vient mordre en bas parce qu'il est conditionné. Il cherche pas à mordre l'humain. Et de toute façon, on le voit très vite qu'à la seconde où il met les dents dedans, il lâche tout de suite. Tu vois, c'est pas parce que Mm. mais la maîtresse écrit un petit coup que le chien il lâche, hein. Il aurait été dans la toile, il l'aurait pas lâché. Le chien s'est rendu compte que d'un coup, bah, c'était pas de la toile, qu'il y avait de la chair, que c'était mou, qu'il y avait potentiellement un goût de sang et que c'était pas normal. Du coup, il a lâché tout de suite. Donc le chien s'est contrôlé au contraire. Il a mordu parce qu'il est conditionné, parce que l'homme d'attaque a fait de la merde. Il a pas pris en compte le conditionnement du chien. Mais le chien, lui, par contre, a allumé son cerveau. Il s'est rendu compte que c'est pas normal. Il a décroché. Donc le chien était intelligent. Mais effectivement, si c'est mal conditionné, mal fait, et c'est pas tout le temps le cas, mais quand c'est fait, oui, ça peut conduire à pas mal de dérives et pas mal de problématiques. C'est pour ça que si des gens Ouais. vont faire du mordant en ring, c'est très bien, mais si le club vous sort du collier électrique, du collier chaîne, collier pique, barrez-vous, c'est de la merde. C'est rare les clubs qui l'utilisent pas en mordant, mais mieux vaut rien faire que faire de la merde. Je suis d'accord. Et du coup, le meilleur conseil à donner, à transmettre, et le pire conseil qu'on entend encore aujourd'hui. Voilà, il y en a beaucoup.
Ça va me demander du temps de réflexion. Un bon conseil, je dirais que c'est la personne qui dit tiens, Werewolf Canine, c'est pas mal, il faudrait que tu le suives. Voilà. Ça, c'est un bon conseil. Tu Je vois. suis d'accord. Ouais, le mauvais, allez, le mauvais, il y en a plein. Il y a un truc que je vois assez récurrent, c'est les fameux tu laisses quand tu as un chien réactif et qui va déclencher sur un cabot. Euh, le conditionnement du tu laisses, il y en a beaucoup, et il y a beaucoup d'ultra positifs qui disent des trucs comme ça, tu laisses, tu laisses, tu laisses. Et le chien finit par déclencher, les gens continuent à dire tu laisses. Les gens n'arrivent pas à comprendre, ils comprennent pas la psychologie parce qu'après, c'est pas leur job, hein. Mais les professionnels qui font ça aussi, bah, c'est de la merde. Juste pour être débunker un peu le truc et expliquer, parce que les gens, il y en a sûr qu'il y en a qui vont regarder et qui utilisent des tu laisses quand les chiens réagissent. En fait, le chien fait une association avec ce qu'il fait. C'est-à-dire que si à l'instant, il est en train de s'énerver sur du chien et il veut déclencher, et toi, tu es en train de dire tu laisses, et il se passe rien, et il finit par gueuler. En fait, c'est comme tu disais, attaque ou énerve-toi. En fait, le chien comprend absolument pas le mot que tu dis. Il fait une association avec le contexte, avec ce qu'il est en train de faire. Donc en fait, tes tu laisses, à force, ça devient conditionnement. Et quand ton chien même, il est posé, il est détendu, et toi, tu psychotes un peu, tu dis un tu laisses, le chien, c'est comme tu disais, attaque, et bim, c'est parti. Les tu laisses, c'est Oui, bien sûr. inutile. C'est une catastrophe. Et puis, j'explique tout le temps, moi, à mes clients, c'est que c'est comme si on me disait, regarde pas à droite, il y a une jolie fille, regarde pas à droite, regarde pas à droite, il y a une jolie fille. C'est eux qui déclenchent l'émotion et la réactivité parce que le chien n'a même pas encore vu l'autre chien, qui sont déjà en train de lui foutre la pression et lui dire un tu laisses. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Bah, le chien, lui, il voit l'autre chien. Et en plus, souvent, la plupart du temps, si c'est un chien réactif, bah, du coup, il y a des tensions de laisse, il y a des cris, il y a du non, il y a plein de choses. Et du coup, ils associent le chien à quelque chose de négatif. Sur ces Exact. personnes-là, souvent, je demande de commencer par un c'est bien, c'est-à-dire que le chien, on attend d'abord que le chien regarde l'autre chien et de lui dire c'est bien, bravo, excellent, et puis de sortir un jeu, sortir quelque chose de positif. Et souvent, ça les marque parce que des fois, rien qu'en faisant ça, le chien comprend que le chien en face, en fait, c'est pas quelque chose de négatif pour lui. Et déjà, en fait, ça lui permet de pas tout changer, mais ça permet de l'apaiser en fait dans la situation en prenant des distances, bien évidemment. On n'est pas en train de vous dire que donner une balle à ce moment-là, ça va régler tout le problème, loin de là. Mais dans le principe, ça peut déjà apaiser un petit peu à distance le chien et faire des meilleures associations et calmer tout le monde et l'humain aussi également. C'est, Du coup, c'est- le dernier, je voulais quand même, la dernière chose, je veux quand même ajouter un vas-y, truc sur vas-y. ce que tu dis. Je veux quand même dire que c'est très juste et très bien ce que tu dis, que je valide totalement. Et le fait de récompenser le chien quand il voit un autre chien, même s'il est en phase d'énervement, que juste le fait qu'il fixe le chien mais qu'il déclenche pas, qu'il gueule pas, déjà c'est récompensable. Le chien est en train de réfléchir de est-ce que je vais le buter, je vais pas, est-ce que je fais quoi? Bah pendant ce temps-là, tu es là, tu fais rien, tu es à côté de moi, ok, tu mets peut-être une petite tension de laisse, mais moi j'en rajoute pas. Par contre, bah, c'est acceptable. Très bien, mon pote, c'est voilà, c'est ça que je veux de toi. Et tu récompenses ce bon comportement au lieu de faire ah non, tu laisses, et machin. Comme si tu avais un gamin où tu veux prévenir de oh, fais pas de la merde, je vais te défoncer. Le chien comprend pas ça, il entend le ton et c'est parti. Donc en fait, ta réflexion, Exactement. je partage exactement la même et c'est bien. Les clients, ils sont bien avec toi. On essaye, on essaye. Du coup, le meilleur conseil qu'on t'ait donné et le pire conseil qu'on ait pu te sortir. Des conseils, on n'a pas donné beaucoup. Sur du chien, j'en ai pas trop reçu. Je peux chercher, ça a dû arriver, mais rien de très marquant. Ou la chose que tu as lue, la chose en fait qui t'a impacté, quelque chose qui t'a changé, ou tu as vu ça, tu as compris ça et tu t'es dit, waouh, ok, là aujourd'hui, j'ai compris un truc. Je pense quand j'ai lu le livre du comportementaliste belge sur l'instinct de prédation, tu vois. Quand j'ai commencé à découper un peu ça, à comprendre ce que c'était, comment c'était découpé, comment était matérialisé dans la vraie vie les patrons moteurs, que le chien s'en servait pour jouer, pour se dépenser entre congénères, que c'était matérialisé par la balle, que ça pouvait déclencher plein de troubles, ou que ça pouvait régler aussi plein de troubles. Une fois que je trouve quand tu as débunké un peu l'instinct de prédation du chien qui est inhérent, hein, au chien, en fait, c'est génétique, hein. Une fois que tu as compris ça, que tu l'as accepté, que tu sais comment t'en servir, à partir de là, il y a tout qui se débloque et tu arrives à régler déjà pas mal de problèmes. Et le conseil le plus stupide que j'ai reçu, ça devait être d'une cheveux bleue, mets à jour tes connaissances. D'accord. Moi, pour la petite anecdote, le meilleur conseil que j'ai reçu, il vient de Pupier. Oh, cool. Et j'ai cru avoir passé une semaine où j'ai appris des choses, bien sûr, mais qui ne m'avaient pas en fait marqué sur le moment. Et je me suis rendu compte quelques semaines après que ce conseil-là m'avait changé la vie. C'est qu'il m'a dit, tu es trop dans la technique et ça manque de cœur. Et ça m'a changé beaucoup de choses sur les chiens réactifs, énormément. Parce que j'avais toute la technique qu'il fallait, mais il manquait en fait la bonne énergie, le bon cœur et de l'amour
du vrai amour, pas de l'amour, je disais c'est bien pour dire que c'est bien, mais quelque chose en fait avec l'énergie qui va avec. Mm. Et ça m'a changé beaucoup de choses et ça m'a permis de rééduquer de nombreux chiens beaucoup plus facilement. Donc s'il nous regarde, merci à lui, ce que je lui ai jamais dit. Donc voilà. C'est fini pour aujourd'hui. Et ben, je voulais te remercier parce Merci à que toi. je m'attendais pas à moins que ça. Tu as été sans filtre, tu as été clair, très professionnel. Et ça représente en fait l'image que tu veux donner de toi. D'ailleurs, une image peut-être même plus positive que ce que tu donnes, je Mm. pense. Et du coup, en fait, c'est toujours extrêmement intéressant d'en apprendre, de comprendre comment tu vois le monde canin. Donc, un grand merci à toi. Et j'espère peut-être à bientôt pour un deuxième épisode. Ça sera avec grand plaisir. Ouais, carrément avec plaisir. Merci à toi pour l'invitation. En tout cas, c'est toujours plaisant de discuter et d'échanger. Merci beaucoup. Allez, salut, à bientôt. Ciao. Yes. Ok. Tac. Bon, ça va pour toi? T'as pas des passages que tu veux couper ou quoi, de toute façon? Non. Ouais. Ça, c'est très bien. Qu'est-ce que j'allais dire? Ce qu'il faudrait absolument, c'est que tu m'envoies en fait une photo HD de toi pour la miniature YouTube. Si possible. Ah, tu m'entends? Tu m'entends? Je ne t'entends plus. Je préfère que ça bug maintenant qu'après, mais je t'entends plus.